Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle webconférence d'Ideal Cause sur le réseau Habitat. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour les Jeudis de l'Habitat, donc en partenariat avec ADCF et Espacité. Aujourd'hui, nous avons donc le plaisir de recevoir Madame Anne-Catherine Ledeuve, directrice générale d'Espacité, et Monsieur Plotin également, François Plotin, chef du bureau de la protection des locaux d'habitation à la mairie de Paris, et également à distance que vous voyez Madame Gessner, directrice générale adjointe de l'aménagement à Bordeaux Métropole, ainsi que Monsieur Édouard Berkion-Terindara. Je pense que j'égorge votre nom, mais je vous laisserai corriger et vous présenter mieux tout à l'heure. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes ici pour parler donc de la location des meublés touristiques, quels enjeux pour les collectivités et quels instruments de contrôle ou de régulation en tous les cas. Je vais laisser les intervenants développer sur ce sujet. Chers participants, juste, je vous rappelle que vous avez donc un onglet questions-réponses juste en bas de votre écran. Donc allez-y, n'hésitez pas, c'est vraiment fait pour vous, c'est le but de la webconférence en direct, l'interaction. Ce n'est pas forcément aussi évident pour les intervenants de parler seuls face à un écran. Donc, montrez-leur qu'il y a du monde qui les écoute, que vous êtes derrière et profitez vraiment de leur présence pour leur poser toutes vos questions. Voilà, je vous souhaite une très belle webconférence à toutes et à tous et je vous laisse la parole, Madame Ledeuve. Très bien, bonjour à tous. C'est effectivement un sujet qu'on a souhaité mettre à l'agenda des Jeudis de l'Habitat avec la DCF parce que c'est un sujet qui connaît une actualité importante. D'ailleurs, la ville de Paris pourra nous en parler par rapport à un certain nombre d'événements qui ont lieu au sein de la région. C'est aussi un sujet dont la réglementation évolue régulièrement et on est encore en pleine actualité sur ce point. Et puis, c'est enfin un sujet qui interpelle assez directement les politiques locales de l'habitat dans un certain nombre de territoires tendus, soumis à la concurrence de l'accueil touristique et qui, bien évidemment, interfère directement avec les marchés du logement et questionne de manière plus ou moins directe cette politique locale de l'habitat qui est l'objet de nos Jeudis de l'Habitat consacrés en particulier au rôle des intercommunalités pour agir, accompagner, soutenir cette politique. Donc, on va effectivement avoir une intervention à 3 voix. On a choisi bien évidemment les cas de la métropole de Bordeaux et de Paris, parce que ce sont des territoires qui se sont saisis avec volontarisme de cette question. Et je présenterai très rapidement juste une petite introduction pour indiquer en quoi c'est effectivement un sujet de politique publique et quel est le cadre réglementaire général aux mains des collectivités locales pour agir et notamment encadrer cette utilisation des locaux à vocation d'habitation. Du coup, Clémentine, c'est moi qui passe les minutes avec quoi? Avec celle-là. D'accord, ça marche pas. Alors, vous cliquez, allez-y. Voilà, donc une petite demi-heure, simplement d'introduction de ma part pour camper le décor en amont de l'intervention de Bordeaux et Paris. Voilà, premier point, pourquoi la question du développement de la location meublée touristique est un sujet de politique publique. Quel est le cadre réglementaire général, mais les cas de Paris et Bordeaux permettront de rentrer dans le détail de la manière dont on peut se saisir de cette réglementation. Et puis, alors, on a pris un peu de retard sur le démarrage et on a des interventions importantes. Donc, je passerai très rapidement sur les retours de cas puisque c'est principalement l'objet des interventions qui suivent. Alors, c'est un enjeu croissant, je l'ai indiqué, parce que ça interfère directement avec les marchés du logement et avec la politique de l'habitat. Et c'est un sujet qui a pris une importance croissante aussi dans la réglementation avec d'abord la définition de quel est le phénomène, de quoi on parle, et puis ensuite de l'énonciation du cadre d'action des pouvoirs publics pour suivre, observer et encadrer le phénomène. Alors, déjà, il faut avoir à l'esprit que la location meublée touristique, elle est définie dans le Code du tourisme. Il s'agit de villas, d'appartements, de studios meublés à usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. C'est un phénomène, donc je le disais, qui connaît un développement important depuis une dizaine d'années et qui a été
poussée, soutenue par le développement de l'industrie du digital et d'acteurs du numérique qui permettent de mettre en relation les propriétaires ou locataires de ces logements et les touristes en recherche effectivement d'une solution alternative à l'hébergement hôtelier classique, avec une coalition d'intérêts, si je puis dire, entre ces propriétaires de biens qui, au départ, cherchaient dans une proportion peut-être croissante, sont aussi dans une logique de rentabilité pure, et pas uniquement de complément de ces revenus, et puis des touristes qui souhaitent trouver une alternative à l'hôtel, soit pour des raisons de qualité, soit pour des raisons de prix. Et tout ceci, bien évidemment, a été soutenu, accompagné, intensifié à la fois par ces plateformes et puis par ce qu'on appelle ici les entreprises satellites et notamment les conciergeries qui permettent d'accompagner ces propriétaires dans la gestion de leurs biens. Alors, pourquoi c'est des sujets de politique publique? Je vais assez rapidement sur cette approche-là, puisqu'on y reviendra dans le cas de Bordeaux et de Paris. Il y a 3 types de préoccupations que ça peut mobiliser. D'abord, cette concurrence vis-à-vis de l'industrie hôtelière, puisque historiquement, même si la réglementation a évolué pour partie, les ménages qui étaient conduits à recourir à ce type de location étaient soumis à des obligations moins contraignantes que l'hôtellerie en termes de normes de sécurité, d'accès aux personnes à mobilité réduite, et étaient aussi, le sont aussi pour partie, soumis à des systèmes de taxation moins défavorables que l'industrie hôtelière, même si depuis 2015, les plateformes sont obligées de collecter la taxe de séjour et de le reverser aux collectivités. Il y a aussi donc de fait un enjeu de distorsion fiscale, puisque les revenus issus de la location meublée touristique ont été pendant longtemps difficiles à fiscaliser, même si là aussi désormais la réglementation prévoit que les plateformes ont des obligations de transmission des revenus au fisc. Et puis, les plateformes ne sont pas toujours domiciliées en France et peuvent être accusées d'optimisation fiscale. Et puis, et c'est là peut-être le sujet de notre webconférence de ce matin, il y a une problématique de concurrence entre cette offre hôtelière et la raréfaction de l'offre locative dans un certain nombre de communes, en particulier en centralité ou d'intercommunalité, et qui sont liées à ce système de concurrence dans lequel le ménage propriétaire considère que la location meublée touristique est plus rentable que la location classique. Alors là, vous avez des exemples de comparaisons qui ont pu être faits par le site BNB Lord, par exemple à Lyon, qui nous indique que le rendement via une plateforme de location meublée touristique peut aller jusqu'à 3 fois les revenus locatifs classiques, ou le rapport du CGED qui nous indique que le revenu moyen d'un hôte s'est élevé à 9 000 € pour l'année pour un logement, et quand on dépasse les 120 nuitées, va jusqu'à 25 000 € de revenus annuels. Donc on voit bien la question économique qui est au centre aussi de ces évolutions. Et puis l'autre point important des raisons pour lesquelles, d'un point de vue urbain, les collectivités souhaitent s'en saisir, c'est que c'est aussi source de conflits de voisinage et de nuisances dans le rapport entre les occupants de ces logements et les mitoyens qui, bien évidemment, n'ont pas les mêmes usages, les mêmes rythmes de vie dans l'occupation de ces logements. Alors, j'évoquais tout à l'heure la question du développement quantitatif. Ça a donné lieu à la volonté d'acteurs différents d'essayer de mesurer davantage le phénomène, avec d'un côté des sites en open data qui ont cartographié les données issues de ces plateformes, et en particulier des données Airbnb avec le site dont vous voyez un visuel ici, Inside Airbnb, qui est actif sur les sites de Bordeaux, de Paris et de Lyon, et qui aussi donne des informations dans d'autres capitales européennes, et dans lesquelles vous voyez les illustrations assez marquantes de l'effet territorial de ces locations meublées touristiques, là dans l'exemple du centre-ville de Lyon. Et puis il y a des collectivités qui ont souhaité s'en saisir plus directement, donc là je passe rapidement puisque Bordeaux nous en parlera, avec la mise en place d'un observatoire local qui permet effectivement d'avoir sa propre appréciation du phénomène. Alors si on regarde les chiffres, alors même s'il faut être toujours prudent sur les chiffres, selon les différentes sources, on aurait au niveau national environ 400 000 logements loués via la plateforme Airbnb, qui est la principale plateforme référencée sur ce sujet-là, avec des effets sur les marchés locaux du logement important. Vous voyez, selon une autre source, la part des logements et le poids des logements en location meublée touristique à Paris, 46 000 logements, soit la moitié des T1 et près d'un quart des studios, des volumes aussi extrêmement importants
en pourcentage des petites surfaces à Lyon, à Marseille ou à Bordeaux, qui montrent très clairement ces problématiques de concurrence entre la vocation résidentielle de résidence principale et cet accueil à vocation touristique. Donc, je le disais, la réglementation, elle a essayé de prendre la mesure progressivement de ce phénomène avec le fait politique important de la loi Allure qui a introduit les premiers grands principes d'appréciation et de gestion de cette location meublée touristique, avec des grands principes que je vais évoquer là, mais sur lesquels on rentrera dans le détail tout à l'heure. Déjà, une distinction qui est faite selon la nature du local. Soit il s'agit d'une résidence principale, c'est-à-dire que la location est limitée à 120 jours, soit il ne s'agit pas d'une résidence principale. Dans les cas où on dépasse ces 120 jours, on bascule dans le deuxième tuyau, si je puis dire, et on a obligation de considérer qu'on est dans un changement d'usage. Donc ça, c'est la nature du local, enfin l'appréciation de face à quoi on est, est-ce que c'est une résidence principale ou pas. Et puis, il y a la possibilité pour les collectivités locales d'observer, de suivre et d'encadrer le phénomène avec un rôle de fait prévu par la loi qui sont les communes de plus de 200 000 habitants ou les collectivités qui en font la demande, avec une obligation de déclaration pour toute location meublée touristique, y compris en résidence principale, et un changement d'usage qui est soumis à autorisation. Cette autorisation pouvant donner lieu à une compensation, on en parlera tout à l'heure, qui est un élément important aussi, potentiellement de dissuasion ou de mesures et d'encadrement de l'impact sur les marchés du logement. Donc ça, c'est pour les communes qui en font l'engagement volontaire et celles dont la densité en logement, densité urbaine est importante. Et puis pour le reste du territoire français, c'est-à-dire là où on n'est pas dans les 200 000 habitants, où il n'y a pas la volonté locale d'être plus actif, il y a uniquement obligation de mettre en place une déclaration en cas de changement d'usage, déclaration devant être faite en mairie. Donc ça, c'est les actes de la loi Allure, si je puis dire. Et puis ensuite, il y a eu deux autres lois qui sont venues préciser les dispositifs un peu opérationnels. La loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, qui est venue renforcer la réglementation avec l'obligation de la mise en place d'un numéro d'enregistrement important dans le suivi du phénomène. Je ne sais pas si ils ne voient pas les... D'accord, parce qu'on voit plus le diaporama. Et puis, l'obligation faite pour les plateformes de bloquer l'annonce au-delà de 120 jours de location pour les résidences principales. Et puis, la loi Elan vient également renforcer, préciser le dispositif au niveau local en matière d'outillage pour les collectivités locales avec des décrets qui ne sont pas tous parus et qui sont en attente donc de précision. Alors, comment peuvent agir ces collectivités locales? Elles peuvent agir à plusieurs titres, au travers de la mesure de l'observation du phénomène et puis au travers ensuite de l'encadrement. Pour l'observation du phénomène, il y a effectivement différentes sources de données qui peuvent être mobilisées en open data ou d'initiatives locales sur le cas spécifique de la location meublée touristique, mais aussi sur l'effet et l'impact de cette location meublée touristique sur les marchés du logement. Et ce sont des mesures du phénomène, des outils d'observation qui peuvent être importantes pour justement motiver la volonté de cette collectivité locale de mettre en place une réglementation locale, puisque c'est, comme je le disais tout à l'heure, soumis à initiative et à justification. Le deuxième acte important de ces collectivités locales, c'est l'encadrement du phénomène. Donc, je rappelle que c'est de plein droit pour les communes de plus de 200 000 habitants. J'ai oublié de dire tout à l'heure que c'était aussi le cas pour la première couronne francilienne, ou par initiative locale, décision d'autorité administrative, sur proposition du maire, ou lorsque la commune appartient à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants, qui correspond au périmètre d'application de la taxe sur les logements vacants, de l'EPCI s'il est compétent en matière de PLU et non pas en matière de PLH. Ou à défaut, en fonction de cette notion de compétence, dans les communes, la délibération peut être de cette initiative-là, sachant que le périmètre d'application de cette réglementation peut ne concerner qu'une partie du territoire. Donc, qu'est-ce que peuvent mettre en place ces collectivités locales?
la mise en place d'abord du régime de déclaration préalable et puis ensuite l'encadrement. Donc, je ne reviens pas sur la déclaration préalable que j'ai évoquée tout à l'heure et je précise que sur la demande d'autorisation de changement temporaire d'usage en cas de transformation du local d'habitation en meublé touristique, la collectivité a la possibilité de définir des règles de compensation de la disparition de ces logements des marchés du logement et de la remise sur le marché de locaux équivalents dans des proportions variables selon ce que la collectivité souhaitera mettre en place. Donc, c'est ce que présente cette diapositive, hein, c'est la manière dont, si on prend les deux exemples de Paris et de Bordeaux, ces régimes de compensation ont pu être mis en place avec à la fois des réflexions qui peuvent porter sur la nature des logements en compensation, avec, dans le cas de Paris et de Bordeaux, des logements de qualité et de surface équivalente, et avec le cas de Bordeaux, si je ne me trompe pas, aussi la prescription de ne pas proposer des logements situés en rez-de-chaussée. Et puis, il y a aussi des critères de localisation de cette offre en compensation, et qui sont des logements dans le même arrondissement à Paris, avec des renforcements de ces systèmes de compensation selon les arrondissements, avec des prescriptions plus fortes dans des arrondissements plus tendus. Mais je ne rentre pas dans les détails puisque la ville de Paris va le présenter assez longuement, et avec le cas de Bordeaux, des logiques de compensation territoriaux avec des logiques concentriques pour resserrer les prescriptions sur les territoires les plus centraux du territoire. Voilà, et donc au-delà des régimes d'autorisation et de déclaration, bien évidemment, ce qui est important, c'est de pouvoir contrôler le respect de la réglementation et des prescriptions locales, avec à la fois l'accès à des données, donc qui peuvent être sollicitées auprès des plateformes ou auprès directement des particuliers loueurs, des données quantitatives, enfin notamment sur les informations relatives aux annonces et le respect et le suivi des nombres de nuitées de mise en location, et puis le contrôle sur pièce et sur place, si je puis dire, avec la possibilité de recourir à des agents assermentés qui ont la possibilité de rentrer dans le logement pour constater sur place l'utilisation qui est faite de ce bien. Et puis, bien évidemment, la possibilité d'agir en justice avec l'application de sanctions financières. Et là, je pense que la ville de Paris pourra nous en parler dans le détail sur ce que ça peut donner dans la pratique. Donc là, simplement, vous voyez le rappel des sanctions financières qui sont prévues par la réglementation au titre du Code du tourisme, qui vont de 12 000 à 50 000 euros pour les plateformes de location meublée touristique, et en particulier dans le cas où les plateformes continuent de présenter des locations au-delà des 120 jours prévues par la réglementation sur ces logements. Et puis des sanctions également pour les ménages loueurs, des sanctions qui vont de 5 à 10 000 euros par logement, pardon, à défaut de déclaration ou de respect de la réglementation. Voilà. Je terminerai simplement pour indiquer que, bien évidemment, cette réglementation est récente. Elle a des apports, mais elle a aussi un certain nombre de limites. À la fois parce que la réglementation n'est pas aboutie, on entend encore un décret d'application de la loi Elan, parce qu'il reste difficile de condamner les plateformes au regard du manquement à leurs obligations, au regard de la directive relative à la liberté de fournir des services de la société d'information entre les États membres, mais la ville de Paris pourra nous en parler, et puis que ça nécessite aussi des moyens humains importants, non seulement dans l'accès aux données, mais aussi et beaucoup dans le contrôle sur place, à la fois d'avoir les équipes, et la ville de Paris a par exemple mis en place des moyens humains très importants, donc de contrôle à la fois des données, mais aussi de contrôle sur place, avec comme dans toute réglementation relative d'ailleurs au logement au sens large, l'obligation et la nécessité d'avoir l'accord de l'occupant pour rentrer dans le logement, qui est quand même une contrainte opérationnelle importante qui pèse sur la capacité à aller au bout du contrôle de l'utilisation qui est faite de ces biens. Et puis, voilà, on a une actualité qui est importante à la fois au titre de la réglementation, mais aussi de la volonté de certains de la faire évoluer, de la rendre plus prescriptive et plus encadrante, notamment sur le nombre de nuitées permettant de basculer dans cette logique de changement d'usage que j'évoquais tout à l'heure, et un certain nombre d'acteurs qui proposent le fait de descendre de 120 nuitées à 60 pour sortir de la logique de résidence principale, notamment Marie-Pierre de la Gontrie, sénatrice socialiste,
à Paris, mais aussi un point qui est revenu dans le très récent rapport de Jean-Luc Laglaise sur la maîtrise des coûts du foncier dans les opérations de construction, qui préconise aussi de descendre à des volumes plus bas en matière de nuitées, mais avec pour l'instant en tout cas des positions du gouvernement qui semblent plutôt prudentes sur cette question, avec effectivement un débat actif à l'Assemblée nationale qui a commencé très récemment le 18 novembre. Voilà, vous le verrez puisque je pense qu'on laisse sur la plateforme Legaporama quelques retours d'expérience. Je ne veux pas être plus long parce qu'on a commencé un peu tard et je crois que Bordeaux est un peu contrainte en temps. Il y a l'exemple de Bordeaux, il y a l'exemple de Paris, il y a l'exemple de la métropole de Lyon et il y a des exemples européens qui aussi se sont saisis de cette question en Espagne, en Allemagne et aux Pays-Bas et qui, à l'instar de l'exemple de Bordeaux ou de Paris, ont souhaité effectivement être actifs sur la question avec des considérations et des conditions d'action qui sont dans l'esprit français, mais aussi parfois vont plus loin que la réglementation française, notamment autour de ces nombres de nuitées. Vous voyez aux Pays-Bas, par exemple, 60 jours, à Madrid 80 jours, qui font écho au débat qu'on peut avoir aujourd'hui en France dans les cadres que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, je ne suis pas plus longue puisque l'objectif c'était juste d'introduire les débats et les retours d'expérience qui sont très importants, encore une fois, de la ville de Paris et de Bordeaux, que je remercie encore d'avoir accepté de venir témoigner aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Ledeuf. Je vais revenir comme ça, en fait, on va changer de place. Je vous invite du coup à activer votre micro et votre caméra, c'est bon. Madame Gessner. Super, on vous entend très bien. Je vais peut-être vous laisser vous représenter avant de commencer, oui. Je vous en prie. Effectivement, donc Karine Gessner. Alors, je suis plutôt directrice de l'habitat à la métropole et à la ville. Et puis, je laisse Édouard peut-être. Édouard Bertrand-Serinda, voilà, au service du droit des sols du pôle territorial de Bordeaux et notamment en charge de la mise en œuvre de la fameuse politique sur le changement d'usage. Voilà. Voilà, donc effectivement, on était tout à fait partant pour témoigner de la situation ici et peut-être vous réexpliquer un petit peu ce qui nous a amené finalement à avoir une réglementation locale. Effectivement, il y a de ça maintenant 3 ans, on a constaté, on a commencé à avoir vraiment beaucoup de manifestations de ce que vous avez appelé les phénomènes de concurrence, en fait. Alors, on a 2 points de concurrence. On a la concurrence, effectivement, entre la location de tourisme et l'habitat, effectivement. Donc, ça, c'est un premier point très important, puisqu'on s'est retrouvé quand même depuis 3 rentrées universitaires avec des grosses difficultés pour loger les étudiants. Il s'avère que forcément, on est sur les mêmes typologies. En tout cas, les typologies des meublés de tourisme sont quand même assez proches des typologies recherchées par les étudiants sur des petits logements avec des petites surfaces en centre. On a en plus à Bordeaux une spécificité qui se retrouve peut-être dans d'autres métropoles, qui est que les étudiants souhaitent être en centre-ville, y compris s'ils sont étudiants sur le campus qui n'est pas en centre-ville. Donc, on a voilà, une massification du besoin en centre. Donc, ça, c'est un premier phénomène de concurrence qui nous a beaucoup alertés. Deuxième phénomène de concurrence, c'est aussi la concurrence avec le secteur hôtelier, évidemment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les hôteliers ont commencé à faire savoir que ça commençait à poser problème. En fait, c'est vrai que ça mettait une différence de traitement entre 2 offres qui sont finalement à peu près similaires pour le touriste aujourd'hui, ou le touriste ou d'ailleurs d'affaires ou pas, puisque finalement vous avez donné des exemples de prix. On n'est pas très loin entre les prix pratiqués sur Airbnb et autres plateformes et les prix hôteliers. Alors les prix que vous avez donnés sont plutôt des périodes creuses, je pense, mais effectivement on est assez proche. Donc il y a ce double phénomène avec chez nous, du fait de l'attractivité un peu en plein boom, également une programmation hôtelière, de construction d'hôtels à venir, qui était quand même assez conséquente, et du coup ça posait question aussi sur ce plan-là. Juste pour compléter, effectivement, d'un point de vue réglementaire, on est bien d'accord. Peut-être que M. Plotin en parlera tout à l'heure, mais la compétence de la collectivité, c'est bien de défendre un intérêt général, et bien la concurrence avec le logement,
les hôteliers ont attiré l'attention de la collectivité là-dessus, mais clairement, la collectivité n'a pas vocation à venir s'interposer un peu comme un gendarme de la concurrence voilà, entre les différentes activités économiques. Tout à fait, mais ça posait quand même question Oui, oui. sur nos programmations dans les opérations d'aménagement, etc. Et surtout sur le fait qu'une activité est encadrée et pas l'autre. C'est ça. Voilà. Ça, c'est C'était sûr. surtout ça le problème, en fait. En réalité, effectivement, il n'est pas question qu'on intervienne dans des affaires qui relèvent du droit privé. Voilà, donc ça, c'est le premier point sur les effets de concurrence que vous avez évoqués. On avait un point plus urbanistique aussi, c'est que effectivement on parle beaucoup, alors on a pas mal de discussions là-dessus et de débats là-dessus, de gentrification des centres-villes. Alors on a des outils localement pour essayer de au maximum lutter contre cette gentrification et il y avait cette volonté qui a été affichée dans d'autres métropoles européennes de ne pas devenir une ville-musée avec effectivement des belles façades, mais personne qui vit de façon pérenne derrière. Justement, tout le travail des outils qu'on a mis en place sur le centre-ville, puisque c'est quand même le centre-ville qui est le plus visé en fait aujourd'hui, tout le travail qui est mis en place, c'est pas seulement de créer de l'habitat, c'est de créer une vie sociale avec effectivement de l'offre commerciale, de l'offre culturelle, de l'offre en équipement public, etc., en service public. Donc, c'est vraiment une volonté globale et urbaine que d'avoir un centre-ville animé et vécu par des habitants. Bon, évidemment, les questions de nuisance que vous avez évoquées également, elles se sont retrouvées ici comme ailleurs. En plus, ici, on a beaucoup de rues pavées. Alors, les petites valises sur les rues pavées, ça fait toujours un peu d'effet. Il y avait la question aussi, on en a profité pour régler la question de la taxe de séjour aussi, puisque effectivement, on voyait bien qu'il y avait certainement beaucoup de flux de visiteurs qui échappaient totalement à ce sujet. Donc là, on a travaillé, en fait, on avait un groupe projet avec la mission tourisme, l'habitat, les finances, l'urbanisme, le pôle territorial, donc pour la partie plus de proximité. Et juridique, bien sûr. Donc, on a vraiment essayé de boucler tous ces aspects des choses. Dernier point également, quand on travaille dans l'habitat, c'était quand même assez important, c'est l'effet que ça peut avoir sur le prix du foncier, de l'immobilier en l'occurrence. C'est-à-dire qu'effectivement, avec les rentabilités que vous avez évoquées tout à l'heure dans votre présentation, l'investisseur qui se lance dans la location, je dirais, quasi professionnelle, on ne parle pas évidemment de la question des 120 jours à ce stade-là. Ça lui permet d'acheter beaucoup plus cher des biens qui, justement, étaient là, les 3 dernières années ont explosé en termes de prix. Donc, effectivement, et ça, tu pourras peut-être dire après, Edouard, comment, justement, on voit un petit peu se retourner ce phénomène-là. Ça permettait à l'investisseur de partir sur des montants d'acquisition d'immobilier anciens et avec quelques travaux à faire qui étaient quand même pour nous complètement décalés des capacités du marché et surtout des capacités des habitants. Donc là la concurrence, elle était vraiment complètement évidente. Donc ça, c'est un peu tous les éléments qui nous ont amenés à se poser ces questions. Donc effectivement, la volonté a été d'abord, avant tout, de réguler l'offre en habitat. C'était ça le premier enjeu en fait de tout ce qui a été mis en place. Mais comme je vous le disais, on a essayé d'avoir une vision très globale. Ce qui était le plus prioritaire, effectivement, c'était de retrouver une offre habitat en centre-ville qui était complètement bloquée et complètement enquistée par ces biens qui ne servent quand même pas à 100% et puis qui ne servent pas pour de l'habitat pérenne. Sachant que pendant ce temps-là, on a effectivement parfois des étudiants qui renoncent à des études à Bordeaux parce qu'ils ne sont pas en capacité de se loger, quoi. Ce qui est quand même, quand on en arrive là, voilà, ça pose quand même des vraies questions, quoi. Donc, on a mis en place 2 délibérations. On a créé une cellule, une mission pour gérer ce système, ce dispositif que vous avez évoqué tout à l'heure, mis en place par la ville et la métropole. Donc, c'est la métropole qui l'a mis en place, mais effectivement, la ville qui a demandé par délibération l'enregistrement, le numéro d'identification.
Donc après, effectivement, c'est Édouard qui est avec moi qui se charge maintenant de la mise en œuvre de cette décision et de cette réglementation locale. Donc je vais peut-être lui laisser maintenant la parole pour vous dire comment ça se passe ici, comment effectivement on le met en œuvre. Et puis après, on échange à deux voix, quoi. Alors effectivement, moi je suis arrivé sur la partie plus opérationnelle. Une fois que les délibérations étaient prises, je suis arrivé en octobre 2017 avec une entrée en vigueur du dispositif en mars 2018. Je remercie d'ailleurs la présentation très complète et précise qui a été faite. Je ne vais pas revenir sur les détails techniques à moins que ce soit souhaité. Bon, voilà, de grandes similarités avec la ville de Paris, dont on s'est fortement inspiré parce qu'on avait exactement les mêmes enjeux, en fait, hein, comme vient de l'expliquer Karine. C'était avant tout dans un contexte en plus de grande attractivité de la ville, avec une double arrivée de nouveaux arrivants cherchant à habiter sur place, bien sûr, et puis une explosion du tourisme. Pour faire simple, je vais commencer par le bilan. Ça marche. Voilà. Donc, quand il y a une véritable volonté politique et que des moyens sont mis en face, à Bordeaux en tout cas, je pense que c'est la petite différence avec Paris, c'est qu'on est une ville à une échelle moindre, avec des copropriétés moindres et donc une capacité d'identification du bien bien supérieure. Hein. Évidemment, on n'a pas des résidences avec 4 entrées, 8 étages. Bon, nous, le tissu urbain, j'ai envie de dire, prisé par ce genre d'activité, c'est des petits immeubles de 3-4 étages. Enfin bon, en gros, vous avez 10 lots à tout casser. Donc, on a une facilité pour identifier les biens et puis les gens se parlent. Hein. Voilà, c'est Bordeaux, pour vous donner une idée, c'est l'équivalent du 15e arrondissement. Bon. Donc, il y a un bouche à oreille. On a beaucoup travaillé sur les intermédiaires, les professionnels de l'immobilier, les différents relais auprès des hôteliers, auprès des copropriétaires de la Gironde, pour que le message soit relayé. Parce qu'au début, il y avait un réel travail préparatoire déjà de communication auprès de cette règle qui était très stricte et parfois mal ressentie. Les gens se sentaient vraiment pris au piège par un pouvoir réglementaire intrusif sur le droit de propriété. Enfin, l'idée était quand même de faire œuvre de pédagogie pour leur faire comprendre l'enjeu à l'échelle de la ville, puisque chaque petit propriétaire qui a un petit appartement, il ne voit pas le mal, mais vous multipliez ça par un très grand nombre de gens et vous obtenez une pénurie de logements. Je nuancerai un tout petit peu le propos sur la concurrence entre logement et tourisme. Pour moi, hein, c'est un effet amplificateur, ce n'est pas forcément une cause, c'est pas à l'origine de la pénurie de logement. Oui, voilà. Bien sûr, il y a tout ce que tu as dit, effectivement, avec en plus l'arrivée massive ces dernières années de personnes qui souhaitent s'installer. Donc, on a un solde migratoire qui est extrêmement important. Effectivement, ça vient se cumuler. C'est pas la seule cause, non, ça c'est évident. Voilà. Donc, on estimait entre 8 et 10 000 au 1er mars 2018 le nombre d'annonces en ligne. On en a autour de 7 000. Voilà, en fonction de la période, 6 500 à 7 500. Donc, premier effet bénéfique qui prouve que ça marche quand même, c'est qu'on a un arrêt net de l'investissement spéculatif. Nous n'avons pas d'augmentation d'annonces mises en ligne, parce que si vous ne régulez pas, très franchement, vous avez vraiment le risque de Barcelone ou de Lisbonne, comme on le voit actuellement, que des quartiers entiers deviennent des hôtels à ciel ouvert. Hein. C'est lucratif. Bon. Ensuite, on a bien une baisse de 1000 annonces qui corrobore par le nombre de clôture de compte sur le site de la taxe de séjour. Donc, on est bien à environ une récupération de 1000 logements en 2 ans, hein, ce qui, en termes d'investissement public, est un coût moindre. Pour 1000 logements, c'est quand même énorme. Si vous calculez le nombre de résidences qu'il faudrait construire pour obtenir ce nombre-là, c'est très compétitif. Alors, le bon point, c'est que j'ai envie de dire le gros effet. Les mentalités ont pris conscience du problème et on a arrêté l'investissement spéculatif et récupéré les logements de bonne foi. Voilà. Donc, pour moi, maintenant, c'est un travail de dentelle qui va s'ouvrir, c'est récupérer les gens qui veulent jouer sur les marges. Donc, ça sera moins spectaculaire et plus long. En dernier élément, on est passé de 1000 personnes inscrites au 1er mars à 3000, là, au 31 octobre. Donc, on a quand même un triplement des inscrits. Si vous
corroboré à ça la baisse du nombre d'annonces en ligne. On est passé à une identification du marché de 10 à 40%. D'accord ? Donc, d'une activité quasi marché noir, hein, 90% en sous-marin, bon, c'est un marché noir, à une identification jusqu'à 40%. Alors, bien sûr, on peut voir le verre à moitié vide en disant qu'il reste 60% à identifier, mais enfin, il faut aussi regarder d'où on part. Voilà, j'ai envie de dire pour l'état de fait. Moi, je m'interroge maintenant, si je prends un peu de recul, sur l'actualité parisienne qui est très intéressante, sur le jeu fait par le financement d'Airbnb du CIO, où on obtient quand même, plus la réglementation se durcit, plus les stratégies de communication sont de plus en plus sophistiquées, parce qu'on a à la fois cette volonté de dire, bon, je suis en conflit ouvert avec la ville de Paris, et puis en même temps, je participe à son rayonnement parce que je finance un très grand événement sportif. Et à l'échelle locale, ici, on a un peu la même chose. Je fais tout pour ne pas aller dans le sens des réglementations, parce que ça porterait un trop fort préjudice à mon activité, hein. Et en même temps, je crée des clubs d'hôtes locaux Airbnb qui sont des particuliers, des citoyens. Vous comprenez bien que quand ce club d'hôtes contacte la ville, bon, bah, finalement, ce sont des citoyens qui essayent, qui sont en règle, c'est leur résidence principale, ils sont inscrits. Et ils essayent de collaborer sur tout plein d'outils, de guides de bon voisinage, de guides d'écologie. Et donc, mais ils sont bien affiliés à Airbnb qui finance ces guides. Voilà. Donc, vous avez à la fois une démarche, je trouve, et c'est mon analyse, hein, mais de présenter sous des airs inoffensifs un certain verdissement ou économie collaborative avec les collectivités. Puis derrière, en fait, on fait tout pour ne pas respecter ce que nous, on considère en tant que collectivité, un tourisme durable, c'est-à-dire un équilibre quand même entre deux populations pour conserver des villes vivantes qui participent à leur attractivité. Enfin, voilà, encore une fois, demain, vous avez Venise. Bon, c'est très joli, mais ce n'est pas la même chose que Paris, en termes d'ambiance et de population touristique. C'est sûr. Oui, après, l'idée qu'on a, c'est pas non plus qu'il n'y ait plus d'offres touristiques. Non, bien sûr. C'est très clair, hein. Effectivement, la question de l'attractivité de la ville, elle reste fondamentale. C'est l'équilibre, c'est effectivement qu'on ne détourne pas, qu'on ne fasse pas des quartiers dédiés où on ne trouverait plus effectivement de vie locale, quoi. Donc, c'est un peu tout ça qui est… Alors, c'est toujours dans la dentelle, comme tu disais, et c'est un peu tout ça qu'il faut arriver à égaliser, en sachant qu'effectivement, après, l'intérêt particulier dans ce cadre-là ne matche pas forcément avec l'intérêt général. Donc, bon, on est sur cette approche, et puis il faut du temps pour que les choses rentrent dans les mœurs et puis produisent leurs effets. Et encore, comme tu le disais, ça a été assez rapide pour le démarrage. Oui. Voilà, il y a eu une période assez compliquée, effectivement, à la mise en place. Donc, on avait donc effectivement, nous, décalé de 8 mois, je crois, entre les délibérations et la mise en œuvre effective, justement pour pouvoir absorber un petit peu et traiter, je dirais, l'existant. L'objet était d'abord, dans un premier temps, d'éviter d'augmenter l'hémorragie et donc effectivement de limiter l'investissement. Ça a été très, très efficient. Mais par contre, il y avait dans le lot de ce qui préexistait dans les 8 à 10 000 annonces, effectivement, il fallait faire le tri entre ceux dont on estimait qu'ils pouvaient, finalement, qu'ils étaient de bonne foi et qui pouvaient ne pas porter tort ou préjudice. Et puis ceux qui étaient plutôt qu'on retrouvait dans plusieurs SCI, ou voilà, c'est aussi beaucoup de travail, je dirais, de croisement de données. Puis voilà, il n'était pas question non plus d'obliger des gens de bonne foi à vendre leur résidence secondaire. Enfin voilà, il y avait tout un tas de choses qui étaient l'histoire de la ville aussi. Et, alors voilà, politiquement, voilà, c'est une vraie question, hein. La réglementation est stricte et il y a quand même peu de place pour l'interprétation. Et c'est vrai que politiquement, il faut quand même que ce soit très assumé, parce que forcément, vous allez toucher aux intérêts des populations en fonction de la typologie de la ville. Je pense à des villes du littoral, par exemple, qui vont avoir peut-être cette problématique d'un très fort nombre de résidences secondaires. Il y a un moment, la porte d'entrée du changement d'usage, c'est quand même le logement, hein. Donc,
Voilà, la différenciation résidence principale, résidence secondaire pour pouvoir adopter des mesures coercitives, vous ne pouvez pas y couper. Voilà. Donc, il y a un moment, il faut quand même bien définir l'objectif politique parce que ça peut faire de la casse, entre guillemets, dans l'électorat, qui se retrouve avec des biens qu'ils ne peuvent plus exploiter et qui peuvent ressentir ça de manière assez violente. Sur un dernier mot sur l'actualité, effectivement, c'est quand même très récent. Enfin, le changement d'usage en tant que tel n'est pas récent, mais redéfinit clairement les rapports entre le monde économique et le monde politique à l'heure actuelle, avec ces plateformes et ces géants du numérique qui essayent de décrédibiliser ces instruments législatifs via les directives européennes, avec la question préjudicielle en cours, qui suspend toute décision française. Et c'est vrai qu'à Bordeaux, nous, on n'a encore eu aucune décision. Et donc, clairement, hein, la pérennité de ce dispositif dépend quand même beaucoup des premières décisions. Jusqu'ici, les gens, c'est applicable, ils ont conscience que potentiellement, ils sont verbalisables. Enfin, entre-temps, on n'a pas encore eu de décision. Et il est bien évident que ça va être les exemples qui vont être faits. Hein. Vous avez 2-3 jugements à 50 000 €. Je pense que ça dissuade quand même beaucoup de gens. Voilà. Donc, on est quand même suspendu à ça et on verra, quoi. On verra. Alors, on n'entend plus. J'aurais un certain nombre de questions sur les aspects un peu plus pratiques de comment… Juste avant, pardon, je vous coupe juste, messieurs, dames les participants, parce qu'on n'a pas de questions, ça m'étonne. Je vous rappelle, il y en a qui nous ont rejoints juste un peu après. Vous avez un onglet questions-réponses juste en bas de votre écran. Vous écrivez vos questions à l'écrit. Moi, je les reçois et j'en fais part à l'oral à nos intervenants. Donc, je vous en prie, allez-y. Vraiment, c'est fait pour profiter de la présence de Bordeaux Métropole et de la mairie de Paris pour poser toutes vos questions. Anne-Catherine, vous en avez, je vous en prie. Je viens aux miennes. Sur les aspects un peu concrets et pratiques d'organisation, est-ce que vous pourriez nous indiquer quels sont les moyens humains que vous avez mis en place pour assurer le suivi? Quel est le processus d'instruction et de réception des déclarations et des autorisations? Comment vous organisez le contrôle? Parce que ça, c'est aussi un point important, et notamment la question des visites ou pas des visites. Et peut-être que vous reveniez aussi sur les systèmes de compensation, parce que comme vous étiez tous les deux intervenants, je suis passée très vite, mais c'est aussi un point qui est important dans la mécanique locale. Voilà. Très bien. Alors, pour les effectifs, très rapidement, 3 postes ont été créés, dont 2 contrôleurs à temps plein. Voilà. Ça a été volontairement rattaché au service du droit des sols, qui avait une expertise dans le contrôle des infractions d'urbanisme. Voilà, donc moi, je chapeaute en fait un centre qui s'occupe à la fois des infractions d'urbanisme et sur la construction et le contrôle du changement d'usage. Voilà. Pour ce qui est des instructions, donc on traite effectivement les autorisations de changement d'usage à titre personnel qui viennent réglementer, encore une fois, l'usage au sein d'un logement. On en délivre, cette année, on doit être là à 110 autorisations à peu près. Hein. La délibération de Bordeaux a souhaité ne pas pénaliser trop le développement des autres usages au sein de logements qui avaient lieu dans la ville. Et donc, tant que ce n'est pas du logement meublé, on traite ça en changeant d'usage à titre personnel. Ce qui peut éloigner un peu quand même de la philosophie de la protection du logement qui viserait en fait toute activité venant réellement compromettre un retour facile au logement après devrait être concernée par la compensation. Bon, le règlement de la ville de Bordeaux ici a choisi de cibler exclusivement la compensation sur les meublés de tourisme. Voilà, le règlement, pour faire simple, oblige les meublés de tourisme à faire un changement de destination. Les autres activités sont censées être traitées par un changement d'usage à titre personnel. Voilà pour les explications techniques. C'est les agents de contrôle qui font également l'instruction de ces autorisations de changement d'usage. Et sur les contrôles, on a eu une première période de 6 mois environ où on faisait des sorties terrain, on faisait du boitage expliquant que on était passé, que la réglementation avait évolué, on pouvait aller sur tel site, voilà, à la fois pour alerter ceux qui subiraient des nuisances à nous signaler ça, et puis également montrer aux propriétaires que des choses se mettaient en place.
Ensuite, on a mis en place une boîte générique où on recueille différentes alertes. Voilà, et puis sinon, on a fait l'acquisition d'un logiciel qui permet de capter les annonces de différentes plateformes et de repérer les multi-annonceurs, les calendriers ouverts 365 jours par an. Enfin, voilà, on définit différents critères qui nous font penser. L'idée est d'abord d'avoir vraiment la résidence secondaire, hein. Sur les 120 jours, on en parlera plus tard, mais c'est beaucoup plus compliqué de prouver qu'on est à 122 jours ou 122 jours. Donc, c'est dans les premiers PV de se concentrer sur les résidences secondaires. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. J'avais aussi, sur la compensation, il y a aussi des logiques géographiques que vous n'avez pas trop évoquées. Oui. Alors, la compensation, même principe qu'à Paris, on réaffirme qu'un logement ne peut accueillir qu'un bail d'habitation et que dans les autres cas, tous les autres cas, parce que souvent les gens ont un peu de mal avec la notion de résidence secondaire, il faut qu'ils compensent. Et on a fait des cercles concentriques A, B, C. Vous aviez mis la petite carte, donc, parce que Bordeaux est organisé comme ça, avec secteur A que dans le secteur A, secteur B, c'est secteur AB, secteur C, ABC. Voilà, tout le territoire de la commune est couvert. Et donc, on marche par unité de logement. Voilà. Donc, on ne peut pas compenser 2 T2 de 40 avec un T4 de 80. On doit retrouver à minima l'unité de logement qu'on a perdue. Et j'ai une autre question. Vous parliez tout à l'heure de l'évitement. Vous disiez que vous étiez passé de 10 à 40% de rentrer dans le processus. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ça et comment vous le mesurez? C'est très simple, hein, c'est les données qu'on a sur le site de la taxe de séjour. Donc, c'est des gens qui sont identifiés, voilà, qui se sont inscrits, qui ont déclaré qu'ils faisaient cette activité. Et donc, si on fait ce ratio entre le nombre d'annonces en ligne observées et le nombre de gens qui se sont identifiés chez nous, bon, voilà. Et donc, l'idée à terme, évidemment, l'objectif, c'est qu'on ait un nombre à peu près équivalent de gens inscrits chez nous que d'annonces en ligne. Ça voudrait dire que, bon, grosso modo, le marché est officiel. Merci beaucoup, monsieur Berton, c'est ça, je ne corche pas. Bertrand, autant pour moi. Ouais, c'est pas grave. Bertrand. On a une question de monsieur Damien Sourisseau de la communauté de communes Caen-la-Mer. Y a-t-il eu un effet de report de la problématique de pénurie de logements sur les zones non concernées par le changement d'usage? C'est la grande question. Encore une fois, comme je vous dis, on est déjà sur une certaine incertitude juridique, mais il est clair voilà, que le long des lignes de tram, hein, parce que Bordeaux, c'est un peu le transport efficace, sur les communes limitrophes, oui, enfin, moi en tout cas j'ai des appels, voilà, je suis sur telle commune, qu'est-ce que je peux faire? Donc moi je les incite à faire un changement de destination, et puis comme ça, assez vite, on va peut-être se rendre compte de l'ampleur du phénomène. Donc, bien sûr qu'il y a un rapport. Merci beaucoup. On n'a pas d'autres questions pour l'instant, mais vous pouvez toujours en poser, hein, chers participants. Est-ce que vous restez avec nous, je devrais m'échapper à 11h. Voilà. Très bien. Donc vous avez jusqu'à 11h si vous avez des questions pour Bordeaux. Moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a des points importants parce qu'effectivement, on risque d'encore être sur Paris quand vous partez. Est-ce qu'il y a des points de vigilance, d'attention, de transmission d'expérience que vous n'auriez pas évoqués qui vous sembleraient encore importants? Non, sur l'expérience, un objectif politique clair, mettre ça en place que si on a les moyens en face, clairement, sinon ça ne sert à rien. Et après, enfin, voilà, moi j'aimerais bien, enfin on va échanger avec Paris parce qu'on va se voir à Bruxelles mardi, mais il y a des stratégies maintenant très sophistiquées, je pense à Smart Renting, ces intermédiaires, si vous voulez, qui essayent dans un cadre réglementaire de profiter des deux côtés. Donc, le principe, c'est très simple. Vous avez ce principe de résidence principale. Ils estiment qu'un étudiant qui s'en va 6 mois peut bénéficier du statut de double résidence principale. Tout le monde a l'accord de tout le monde. Hein. Le propriétaire donne l'accord au locataire de sous-louer. C'est exigé par Smart Renting, qui, lui, va gérer, en tant que professionnel, la sous-location de ce bien le temps de l'absence du locataire, qui, je répète, est absent 6 mois et non pas 4. Il va payer au locataire le prix
que ce locataire doit s'acquitter auprès du propriétaire. Donc, on a bien un logement sous bail d'habitation où il n'y a pas de report, hein, il ne loue pas plus cher que ce qu'il doit payer. Et par contre, Smart Renting le propose à plus de 50% de son prix. Donc, il donne 500 €, il le propose 1 200 € sur Airbnb, Airbnb empoche 200 € et 500 € vont dans la plateforme, les poches de la plateforme de Smart Renting. Et ça pendant 6 mois de l'année. Et donc, clairement, hein, en termes de collectivité, on estime qu'on est à nouveau lésé puisque vous avez un bien qui, pendant 6 mois, est proposé au double de son prix, alors que si on fluidifiait le marché, ce qui est quand même le but, que les gens lâchent leur appart, qu'ils soient à nouveau disponibles sous un bail d'habitation à un prix raisonnable. Voilà. Donc, c'est des pratiques qu'on observe, où on sent qu'il y a de l'idée. Et en fait, on croit le débat un peu clarifié et on s'aperçoit qu'il faut toujours remettre son ouvrage sur le métier, quoi. Merci beaucoup. Vous avez peut-être dès qu'on met en place une réglementation, il y a toujours l'effet contournement. Donc c'est après, derrière, il faut courir derrière ça. Il faut courir derrière. Voilà. Pour autant, il faut continuer. Il faut continuer. C'est ça l'idée. Est-ce que vous avez peut-être un mot, quelque chose à ajouter, Madame Gessner, avant qu'on passe à la mairie de Paris? Non, je pense que Edouard a tout dit. Je me suis juste absentée un court instant parce que j'avais un appel important là. Il n'y a pas de problème. Voilà, je pense que c'est bon. Ouais. Très bien. Ben, je vous invite à couper votre micro à minima, juste. Et puis, je vous en prie, Monsieur Pelotin, pour la mairie de Paris, je vais mettre votre support. Alors, pardon. Non. Il faut que je le mette en diapo d'abord. Allez. Faites avec les flèches, peut-être que ce sera plus simple pour vous. Oui, cliquez là. J'arrive. Je vous le remets sur la première. Je vous en prie. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis François Pelotin, responsable du bureau de la protection des locaux d'habitation à la ville de Paris. Ce bureau donc, relève de la direction du logement et de l'habitat, puisqu'à Paris, vous avez une direction de l'urbanisme et une direction du logement et de l'habitat. C'est un bureau d'une trentaine de personnes, avec uniquement donc, des agents assermentés. Et on va le voir aujourd'hui, des agents assermentés au titre du Code de la construction et de l'habitation, mais également au titre du Code du tourisme, puisque, un peu paradoxalement, maintenant, nous appliquons, on pourrait dire, du fait de la location touristique, nous appliquons deux codes, le Code de la construction et de l'habitation et le Code du tourisme. Alors, ce n'était pas du tout l'objectif initial, puisque le bureau, pour remettre un élément de contexte, le bureau a été créé en 2009 lorsque la ville de Paris a pris la compétence de la réglementation du changement d'usage de locaux d'habitation, donc qui se focalisait effectivement sur la nécessité de respecter cette réglementation du changement d'usage de locaux d'habitation, c'est-à-dire que tout local d'habitation au 1er janvier 1970 était pérennisé, puisque la date de référence pour la loi, c'est bien le 1er janvier 1970, sans aucune prescription possible. Donc, le parc de logements est pérennisé depuis le 1er janvier 1970 à Paris. Donc, toute transformation irrégulière depuis cette date doit faire l'objet d'une régularisation, d'une autorisation. Donc, c'était vraiment l'objectif du bureau initialement, lorsqu'il a été créé en 2009, de s'assurer du respect donc, de l'usage d'habitation et de la régularisation, de ce qui se faisait beaucoup au début, à la régularisation de très nombreuses transformations irrégulières entre 1970 et 2009 et voilà, par la suite les années suivantes. Donc c'est un élément à noter, qui était important pour nous dans la création de ce bureau. Alors ensuite, le meublé touristique, c'est-à-dire moi j'ai eu la chance d'arriver en 2010, donc je suis vraiment ancien dans le bureau. On n'en parlait pas du tout. Moi, Airbnb s'est installé à Paris en 2011. Donc, on a commencé à produire quelques annonces en 2011. Un an après, il y avait 10 000 annonces. 2 ans après, il y avait 20 000 annonces. Nous sommes aujourd'hui environ à 65 000 annonces, entre 65 000 et 80 000. De toute façon, tout est tellement opaque qu'on n'a pas de chiffre précis, malheureusement. Ça, j'y reviendrai parce qu'en fait, c'est un domaine, Bordeaux l'a dit, extrêmement opaque et
est en réalité fondée sur l'anonymat. Hein. Qu'est-ce qui fait le succès de ce dispositif? C'est l'anonymat complet des données, l'anonymat des loueurs, donc ce qui leur permet d'échapper facilement, enfin plus facilement qu'ailleurs, à la réglementation et aux sanctions qui sont prévues par cette réglementation. Donc, à partir de 2011, donc, la ville, de fait, a dû s'emparer du sujet. Donc, a dû modifier son règlement municipal pour adapter sa réglementation à ce nouveau défi, hein, de réglementer aussi la location courte durée, puisque la location de courte durée, je le rappelle, est bien une activité commerciale. Le débat s'est fait en 2011-2012. Le débat, on a eu beaucoup d'avocats, de personnes qui nous ont dit non, le meublé touristique, c'est aussi du logement. C'est pas soumis à la réglementation changement d'usage. Donc ça a été au tribunal administratif, hein, jusqu'à la cour d'appel. Là, nous avons gagné effectivement la location courte durée du fait de la réglementation L131-7, hein, qui dit que le logement, c'est toute activité qui nécessite un bail, alors a priori un bail d'au moins 1 an, hein, ou 9 mois pour les étudiants. Donc tout ce qui est en dessous, c'est normalement, théoriquement, de la courte durée. Donc ça peut aller d'un jour, en théorie, ça peut aller d'un jour à 9 mois. Tout ça, c'est bien de la courte durée. Alors ça se chevauche aujourd'hui avec le bail mobilité, dont on pourrait dire un mot qui est important quand même. Le bail mobilité qui peut être utilisé pour des locations d'1 mois minimum, reconductible ou pas. Voilà, c'est un sujet qui vient venir un peu polluer la question de la location courte durée, qui est aussi important sur le plan juridique et sur le plan du contrôle. Donc voilà, donc nous avons donc modifié notre règlement municipal suite donc du fait que cette question a été tranchée, hein, de dire si le meublé touristique était bien de l'activité commerciale et non pas du logement. Le PLU de Paris, donc à notre demande, a modifié la destination, sa destination hébergement hôtelier, donc en y incluant la location courte durée, hein, qui n'était pas prévue à l'époque, hein, C'était simplement les hôtels, les hébergements hôteliers. Donc l'hébergement courte durée dans les copropriétés a été ajouté parce qu'elle ne figurait pas dans le PLU de Paris. Et donc on avait besoin de cette régularisation juridique pour asseoir, nous, notre réglementation changement d'usage également. Il fallait bien que les deux réglementations, hein, qui sont coordonnées, hein, dans les deux codes, hein, le code de l'urbanisme et CCH, devaient être homogènes et devaient agir à partir des mêmes principes juridiques. Donc à partir de là, nous avons dû beaucoup travailler sur le meublé touristique. C'était une demande politique, hein, aussi à partir des années 2000, mais récemment, en 2012, 2013, de travailler sur la régulation, sur le contrôle du meublé touristique, hein, du fait de l'ampleur. Là, on a une petite carte Airbnb, mais c'est que Airbnb, hein, donc il y a plus de 300 plateformes à Paris. Donc les élus, effectivement, étaient très inquiets, hein, de la part prise par cette activité, de l'ordre de 3-4% hein, du parc de logements à Paris, mais dans le centre de Paris, ça peut aller jusqu'à 8% hein, du nombre de logements existants. 8% du nombre de logements existants, c'est quand même assez énorme. Et ça impacte, on va le voir après, ça impacte la vie de la cité. Quand on a ce chiffre, ça impacte à la fois les copropriétés, la population existante, ça impacte les services publics. On va voir dans le détail un petit peu ces sujets-là. En tout cas, les élus, et surtout les élus de proximité, étaient très inquiets, quel que soit le parti politique, en fait, hein, il y a toujours eu unanimité à la ville de Paris. Ce sont les rares délibérations à la ville de Paris qui passent avec l'unanimité de tous les élus parisiens, de quelque bord qu'ils soient, pour cette lutte contre une activité manifestement excessive. C'est pareil, c'est comme à Bordeaux, on ne veut pas supprimer la location courte durée à Paris, ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de réguler un phénomène qui a pris une ampleur excessive et qui pose des problèmes au niveau de la vie de la cité, quoi. Donc, qu'est-ce que nous faisons concrètement? Donc, comme Bordeaux aussi, hein, nous faisons des opérations de communication, des opérations de rappel de la réglementation. C'est notre premier sujet. Alors, la trentaine d'agents va de temps en temps faire des campagnes de contrôle sur le terrain pour, pareil, toquer aux portes et communiquer au maximum, hein, sur la réglementation, alors, dont on nous dit qu'elle n'est pas connue et qu'elle est compliquée, qu'elle est difficilement applicable.
Donc, il y a une part de vérité, parce que c'est vrai que cette réglementation du changement d'usage, elle était, avant le meublé touristique, elle était très peu connue. Hein. Donc, on essaye de la faire connaître. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que les propriétaires ne connaissent pas cette réglementation. Et on essaie de mettre en place tous les outils possibles au niveau du site de la mairie de Paris pour que cette réglementation soit expliquée clairement. Ça, c'est un enjeu important. Et aussi des guides d'utilisation, un certain nombre de liens aussi sur des procédures qui ont été simplifiées, sur des téléservices, par exemple, qui ont été créés pour obtenir des autorisations de changement d'usage de manière extrêmement facile, en quelques minutes, si on a bien sûr les pièces disponibles. Et même l'autorisation de changement d'usage avec compensation, donc, qui est nécessaire pour pouvoir réaliser une activité de mobilier touristique, donc peut être obtenue via un téléservice. Extrêmement simplifié. On a délibéré pour supprimer un certain nombre de pièces. Hein. C'est très, très déclaratif. On a pris le risque de faire un système très déclaratif avec des autorisations qui sont délivrées donc, dans un délai de 2 mois après l'instruction de cette demande de changement d'usage avec compensation. Alors, à Paris, il y a une petite erreur dans votre présentation. À Paris, en fait, maintenant, effectivement, la compensation doit être faite dans le même quartier administratif que la transformation. Donc, à Paris, il y a 20 arrondissements, il y a 80 quartiers administratifs. Ce sont les quartiers administratifs de Napoléon III, de 1879, je crois. Donc, c'est vrai que c'est une contrainte assez forte pour les loueurs, pour les propriétaires, de devoir compenser dans le même quartier administratif. Et ça, on ne l'a pas fait, ce n'est pas une lubie administrative, on l'a fait à la demande vraiment des élus locaux, puisque à Paris, il y a des quartiers spécifiquement meublés touristiques. Et donc, il y avait beaucoup de compensations qui venaient de quartiers un peu périphériques pour transformer des logements dans les quartiers touristiques. Et donc, ça accentue encore le phénomène de disparition des logements. Quand on supprime un logement dans le centre de Paris, il faut créer un logement dans le centre de Paris et pas dans la périphérie. Même si c'est dans le même arrondissement, parce que les arrondissements sont parfois assez... Et puis, non, en plus, excusez-moi, on a une règle à Paris qui fait qu'on a mutualisé complètement les compensations des bailleurs sociaux, de tous les bailleurs sociaux. Donc, un bailleur social qui va faire un logement, qui va faire du logement dans le 14e arrondissement, peut venir compenser un meublé touristique dans le 1er arrondissement. C'est pour ça aussi qu'on a pris la règle de limiter la compensation dans le même quartier administratif. Alors, après la prévention, l'information, on a aussi le taux de contentieux. Hein. Le contentieux, alors c'est nécessaire, hein, puisque on peut dire qu'en matière de changement d'usage, on a obtenu à peu près 500 logements transformés par voie de changement d'usage au total. Donc, je suis un petit peu gêné de citer ce chiffre qui est vraiment très bas, très faible au regard de, donc on considère 20 à 30 000 logements qui sont sortis du parc locatif, hein, du fait de ce phénomène des locations touristiques. Donc, vous voyez que le delta est énorme et donc la fraude est massive. Dans le sens où très peu de personnes, certaines personnes nous disent que la rentabilité n'est plus possible, du fait de la compensation à Paris coûte de l'ordre de 1 500 à 2 000 euros du mètre carré. Si vous avez un studio de 20 mètres carrés, vous allez devoir payer 30 000, 40 000 euros de compensation. Donc le chiffre peut paraître élevé. En fait, c'est une compensation qui transforme définitivement le local d'habitation en local commercial. Il peut être loué après à usage de bureau, à usage, n'importe quel usage qui n'est pas de l'habitation. Donc, par exemple, dans le 8e arrondissement, si vous transformez un local d'habitation en local commercial, le montant de la compensation ne diminue pas du tout la rentabilité de l'opération. Elle le diminue très légèrement, mais il y a des études qui ont été faites. Hein. Dans la plupart des arrondissements, ça nivelle un peu les rentabilités entre la location classique et la location courte durée. Et dans les arrondissements du centre, du 1er au 4, le 7e, 8e, la rentabilité est encore supérieure, même en payant la compensation. Donc c'est ce que nous on défend. On défend que sur le plan économique, la compensation est tout à fait justifiée, puisque l'usage d'habitation, l'usage commercial n'est plus un usage d'habitation, bien sûr, en termes de rentabilité. C'est plus la même chose. Donc voilà, donc, on regarde les résultats des compensations qui ont été faites, des changements d'usage qui ont été réalisés. Donc nous avons essayé de mettre en place un dispositif contentieux de saisine du TJ de Paris
alors qui est compliqué hein, du fait de l'opacité, de l'anonymat de cette activité. Hein. Le juge judiciaire, il est très strict hein, sur les conditions de preuve. Hein. Il y a 4 preuves. Enfin, il faut à la fois trouver un propriétaire, il faut trouver une annonce et il faut faire un lien, donc un propriétaire, une annonce et un appartement. Donc, il faut faire le lien entre les 3. Et il faut prouver aussi qu'il faut, je crois que c'est 4 éléments de preuve, hein, il faut prouver la courte durée, la clientèle de passage, voilà, j'oublie d'autres, mais il y a plusieurs preuves à apporter et faire un lien entre 3 éléments qui, par exemple, sur les plateformes, sont complètement dissimulés, quoi. On n'a pas le propriétaire, on n'a pas la localisation, donc il est impossible de faire un quelconque lien entre ces différents éléments qui sont mentionnés sur les plateformes. Donc Bordeaux a dit tout à l'heure qu'avec des logiciels, on peut essayer de rapprocher voilà, des logements et des annonces, de trouver des multipropriétaires, c'est ce qu'on fait également, hein. Mais c'est pas, voilà, ce sont des outils d'aide à la recherche d'infractions, mais c'est pas, voilà, il y a aussi la recherche de terrain qui se fait beaucoup. Les agents vont sur le terrain, toquer aux portes, rechercher des indices matériels sur le terrain. C'est un ensemble d'éléments qui font que bon, nous arrivons à produire un certain nombre de dossiers, donc environ 200 dossiers par an, 200 dossiers contentieux par an. Donc en 2018, en 2019, on va être sans doute autour de 250-300 dossiers. Simplement, en 2019, on va en parler tout à l'heure, nous sommes en sursis à statuer du fait des contentieux européens. Donc notre référence est 2018. En 2018, avec 200 condamnations, nous avons à peu près récupéré 2 millions et demi d'amendes. Ce qui fait de l'ordre de 15, je n'ai pas fait de la moyenne, mais de 15 à 20 000 euros d'amende par logement. Donc voilà. Est-ce que c'est dissuasif? Moi, je n'en suis pas sûr. Il y a du travail à faire auprès aussi des juges, des juridictions, pour leur faire comprendre qu'il faut des amendes dissuasives, sinon l'activité va se poursuivre. Ça, c'est un vrai travail que nous avons mené jusqu'à la fin 2018, puisque là, maintenant, le dossier contentieux est gelé, en quelque sorte, hein, dans l'attente des décisions européennes. Mais c'est un point important, puisque tant que la demande ne sera pas dissuasive, nous n'aurons pas la possibilité donc, de réguler complètement cette activité. Alors, nous travaillons aussi maintenant, grâce à la loi Elan, nous travaillons, donc, je disais, à la fois sur les contentieux de CCH. Un contentieux de CCH, c'est une amende de 50 000 euros par infraction à la réglementation du changement d'usage. Nous travaillons aussi sur l'application du meublé touristique, enfin les règles de meublé touristique. Donc, il y a là, du coup, le fait pour le loueur de devoir s'enregistrer. Nous avons un téléservice maintenant pareil d'enregistrement des meublés touristiques. Avec un enregistrement, vous obtenez un numéro d'enregistrement. Vous allez devoir placer sur votre annonce. Et les plateformes sont normalement tenues de ne publier des annonces que les annonces qui ont un numéro d'enregistrement. Et donc, le Code du tourisme, la loi Elan, prévoit un certain nombre de dispositifs d'amende dans les cas où ce dispositif n'était pas respecté. Donc maintenant, les agents assermentés vont aussi faire des constats. Donc on fait un constat unique, un constat ce qu'on appelle le CCH plus Code du tourisme. Si l'infraction porte à la fois sur, bien sûr, forcément, enfin non pas forcément sur, l'amende peut porter sur le CCH sur les 50 000 euros et en plus sur le Code du tourisme. Il y a des amendes aussi qui peuvent porter que sur le Code du tourisme, parce que si vous avez un local commercial qui n'est pas soumis à la réglementation du changement d'usage, vous devez quand même vous enregistrer. Et donc, si vous n'enregistrez pas, même si vous avez un local commercial, ce que beaucoup ne font pas, on va appliquer l'amende uniquement au Code du tourisme. Donc, c'est des dispositifs quand même assez compliqués, même pour nous, hein, qui peuvent être confus, enfin même pour le Parisien, pour le loueur. Donc, d'où nécessité d'une grande pédagogie, d'expliquer les différentes obligations, que l'on soit dans un local d'habitation, un local commercial. Il y a un certain nombre d'obligations à respecter. Ce qu'on avait mis à gauche dans le cadre réglementaire, est-ce que vous aviez rappelé tout à l'heure, donc je ne reviens pas dessus, mais disons que même si on est un local commercial ou en résidence principale, il y a aussi des obligations à respecter, qui ne sont pas le changement d'usage, mais une déclaration en ligne et une taxe de séjour à payer, et un changement de destination, puisque un local commercial bureau doit changer sa destination en local commercial d'hébergement hôtelier.
Alors, les conséquences, moi, je pas. Voilà, je ne reparle pas puisque vous l'avez évoqué. Juste un petit mot au niveau local, hein, pour juste porter l'accent sur le niveau local, les élus locaux qui nous font remonter les difficultés dans certaines rues, hein, ce qu'ils appellent les rues sinistrées, hein, du fait de la location courte durée. Des rues où il n'y a plus d'habitants, bah, la physionomie de la rue va changer. Hein. Il n'y a plus de lien social et les commerces vont changer aussi d'activité. On n'aura plus très peu de commerces de proximité. Et puis un impact sur les services publics, hein, puisqu'il y a des fermetures de classes dans les écoles du centre de Paris. Alors je reviens avec le support, hein, sur l'application de la loi Elan, ce que vous disiez, le téléservice. Alors nous avons environ 35 000. Alors c'est un réel succès, un téléservice, c'est paradoxal. Le téléservice meublé touristique connaît un réel succès, plus de 1000 inscriptions chaque mois, quel que soit le mois. Nous sommes à 35 000 enregistrements. Alors moi, j'ai comme l'impression que les gens, les loueurs, en fait, s'enregistrent et se disent « Oh, ça y est, je suis enregistré. Maintenant, c'est bon, je suis dans la loi, je suis dans la légalité. » Et quand on les interroge, ils me disent « Oui, mais je suis enregistré, donc ça y est, c'est bon. » On leur dit « Maintenant, c'est pas tout à fait ça. » Donc en plus, alors sur l'enregistrement, on considère qu'il y a environ 20% de fraude aussi. On a du mal à apprécier parce que il y a beaucoup de fraude qui se fait sur le téléservice. Voilà, on ne s'enregistre pas correctement pour obtenir un numéro. Voilà, donc on ne donne pas la bonne adresse, on donne pas. Alors on a 85% résidence principale, alors que dans la réalité, je pense que c'est un peu plus bas, mais on s'enregistre en résidence principale à la limite, voilà, pour pas être embêté en disant si je suis en résidence principale, on ne va pas venir m'embêter parce que je peux louer 120 jours et donc après c'est beaucoup plus compliqué de prouver qu'on est au-delà de 120 jours et ça c'est vrai, hein, en termes de contentieux, si la personne dit je suis en résidence principale, donc j'ai le droit à 120 jours, donc comment prouver qu'on loue plus de 120 jours? Il faut regarder les commentaires et les stratégies maintenant des plateformes, c'est de supprimer des commentaires. On ne peut pas mettre un agent tous les jours devant la porte du logement, donc c'est très compliqué, donc cette stratégie-là est appliquée de manière un peu systématique. Et je pense qu'à Bordeaux, ils ont peut-être la même difficulté. Bordeaux, n'hésitez pas à réactiver votre micro des fois si vous voulez réagir. Hein. Et par exemple, hein, moi je vois aussi, donc ce sont des comportements, mais ça, les personnes se déclarent donc en taxe d'habitation, il faut un courrier comme c'est purement déclaratif, vous faites un courrier auprès de la DRFIP et vous dites ma résidence principale est ici, donc c'est pris en compte par la DRFIP. Et après, ils nous produisent la taxe d'habitation, résidence principale, parce qu'ils savent qu'ils vont aller au contentieux. 3 mois après, ils disent au juge, vous voyez, j'ai ma taxe d'habitation, je suis bien résidence principale. Donc, il y a tout un tas de stratégies qui font que le contentieux est difficile. Il suffit pas il y a des lois qui ont prévu maintenant des sanctions relativement fortes, hein, avec des amendes élevées de ces questions de preuve. Et après, bon, c'est peut-être dit franchement, après, c'est difficile aussi de convaincre le juge d'appliquer des amendes élevées à la hauteur des enjeux économiques. Le juge, le TGI, hein, c'est le juge judiciaire, défenseur du droit, de la propriété privée quand même. Hein, il y a des traces quand même de ce. Et c'est très bien. Hein, enfin, on ne peut pas non plus condamner. Les amendes sont très élevées pour les juges. Une amende de 50 000 €, c'est une amende qui n'a jamais appliqué jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que pour eux, c'est du pénal, ça. C'est pas parce que là, nous sommes en contentieux civil. Hein. En contentieux civil, les amendes sans sursis, parce qu'ils appliquent déjà en pénal pour ces amendes-là, il y a des sursis. Là, il n'y a pas de sursis. Donc, c'est une difficulté de faire appliquer cette réglementation et ces montants d'amende concrètement au jour le jour à Paris. Alors peut-être de dire nos perspectives pour 2020. Alors nous, notre sujet, c'est vraiment la réglementation européenne, puisque nous avons des contentieux en cours. Hein, je le dirai tout à la fin, là j'ai un dernier slide où j'en dirai un mot. Nous, on considère que du fait de ces contentieux européens, il faut faire évoluer la réglementation européenne. Il y a des directives sur le e-commerce ou la directive service, qui sont des directives qui ont été prises, en fait, enfin, directive e-commerce, pas tout à fait, mais surtout la directive service, elle a été prise avant les phénomènes Airbnb, l'économie collaborative, elle est dépassée. On tente de l'utiliser aujourd'hui pour contrecarrer effectivement le système d'autorisation de changement d'usage, qui serait une atteinte effectivement à la libre entreprise
et qui ne permettrait pas donc d'exercer une activité commerciale en toute liberté au sein de la communauté européenne. Et donc, on nous attaque sur l'autorisation de changement d'usage en nous disant c'est un frein, c'est un frein à la libre entreprise et donc qui est contraire à la directive européenne. Et donc, la réglementation de changement d'usage ne peut pas s'appliquer à la location courte durée. Donc, du coup, il y a des réunions qui se font fréquemment là, à Bruxelles, sous l'égide de la ville d'Amsterdam, qui a pris un petit peu les choses, l'organisation en main. Et il y a un certain nombre de réunions qui se font régulièrement pour tenter de mettre en place des stratégies communes. Déjà obtenir effectivement des statistiques qui sont très compliquées à obtenir parce que les plateformes ne communiquent pas sur l'ampleur du phénomène, qu'est-ce qui est en résidence principale. Les plateformes le savent, nous on ne sait pas. La proportion des résidences principales et la proportion des personnes qui louent toute l'année, des investisseurs qui louent toute l'année. Nous on souhaite faire la différence. Bien sûr, on laisse tranquille, nous on n'agit pas sur la résidence principale, sur les personnes qui veulent louer 120 jours, il n'y a pas de problème. On veut agir simplement sur les locations toute l'année à titre commercial, avec toutes les sociétés qui investissent dans ce domaine qui est très lucratif, au détriment du logement. Et donc, mais on a du mal à apprécier, ne serait-ce que la nature de ce phénomène. Alors, c'est vrai que l'enregistrement commence à nous permettre d'avoir des données plus fiables, mais ce n'est pas encore tout à fait possible. Donc, à des fins statistiques, donc nous essayons de trouver un certain nombre de dispositifs. On échange aussi sur l'actualité, les procédures, les contentieux, savoir qu'est-ce qu'on peut faire, jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on pourrait développer comme contentieux. Et puis surtout, regarder ce qu'on peut faire au regard de la Commission européenne. Il y a une nouvelle Commission européenne qui va se mettre en place prochainement. On espère qu'elle sera un petit peu moins rigide que la précédente. Parce que là, c'était compliqué d'échanger. On n'a pas pu échanger en fait avec la Commission européenne. Il n'y a pas eu de dialogue possible. On pense que là, en février, il y a une réunion qui se profile avec des élus, avec éventuellement des commissaires européens, le commissaire français. Donc, j'espère que je ne dévoile pas de secret en disant ça, mais je ne pense pas. Mais voilà, on espère que les choses vont avancer, parce que ça, c'est un point qui est très, très important. Parce qu'on ne peut pas agir, chaque ville ne peut pas agir de manière isolée, indépendante, et même avec sa réglementation nationale et sa déclinaison locale, ce n'est pas suffisant. Il faut qu'on ait un dispositif réglementaire au niveau européen qui permette déjà aux villes et ensuite aux collectivités locales d'agir, et ce sera possible puisque donc, nous étions là, sur un contentieux à Luxembourg mardi dernier. Le juge européen a bien dit que l'autonomie locale était un droit constitutionnel reconnu par les traités européens, et donc tout ce qui est prévu au niveau national, dans les lois nationales, peut être décliné au niveau local, comme nous le faisons à Paris, avec les règlements municipaux. Ils sont plus sévères que la réglementation nationale, du fait, par exemple, du principe de compensation qui est appliqué systématiquement. Ce principe-là est validé au niveau européen par les juges européens. Et donc, si la réglementation européenne est plus sévère, elle a moins de freins pour les réglementations nationales. Au niveau local, nous, on pourra agir à partir des lois nationales pour adapter les réglementations nationales aux marchés locaux d'habitation qui sont très tendus à Paris ou des grandes agglomérations françaises. Et donc aussi, d'où l'idée de mettre en place un réseau d'échange technique des métropoles françaises. On en a parlé avec Bordeaux et avec Lille, avec Nice, etc. Donc, je profite aussi de cette réunion pour en parler, puisque nous souhaitons, alors nous aurons une première réunion en décembre, je crois. Nous souhaitons aussi échanger, parce que je pense que c'est important de dialoguer, d'échanger, comme nous le faisons aujourd'hui, mais sur un plan plus pratique, échanger nos procédures, nos méthodes de travail et nos savoir-faire pour avancer. On a une grande marge de progression encore sur ces sujets-là, où on n'est pas encore complètement efficace et performant, c'est clair. Parce que les choses ne vont pas s'arrêter là. Je pense que le sujet est encore d'actualité pour de nombreuses années. Quelles que soient les réglementations qui seront prises, il faut qu'au niveau local, au niveau des agglomérations françaises, on agisse ensemble pour trouver les meilleurs outils, les meilleures procédures pour la régulation de la location courte durée.
J'ai deux petites questions arrivées en ligne par rapport à ce que vous dites. Je me permets de vous couper. Alors, Madame Isabelle Mulquin de la mairie de Lille, justement. Oui. Réussissez-vous à obtenir des plateformes le décompte individualisé des meublés et des jours de location sur le territoire parisien? Voilà, donc ça c'est la grande nouvelle du mois d'octobre, là quand même, parce que le décret, je ne sais pas si vous le précisez, mais le décret est paru le 30 octobre, le décret qui va nous permettre de demander aux plateformes le listing des 120 jours. Alors, le décret est bien en deçà de nos souhaits, puisque nous souhaitions faire plusieurs demandes par an, avec l'URL par exemple de l'annonce, c'était quelque chose d'important. Donc le décret il y a eu les articles de presse tout récemment qui indiquent que le décret était en deçà de ce qu'avait annoncé le gouvernement lui-même. Mais par contre, il va quand même nous permettre une fois par an de demander aux plateformes la liste effectivement de toutes les annonces avec les adresses, ça c'est un point important, avec les adresses des meublés, ce qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Donc là, nous, on va le demander, puisqu'on peut le demander qu'une seule fois, on va le demander pour tout le territoire parisien. Donc on va avoir un listing important de 40-50 000 lignes, avec toutes les annonces, toutes les adresses, et puis le nombre de nuitées pour chaque local, pour chaque logement. Donc c'est vrai que ça va être un outil de contrôle. Alors, une petite parenthèse, c'est qu'en fait, comme Airbnb, il demande aux gens, est-ce qu'il y a une petite croix à remplir? On demande aux gens, vous êtes en résidence principale, oui ou non? Donc, si les gens disent oui, je suis en résidence principale, ils cochent la petite croix et c'est tout, quoi. Il y a pas c'est purement déclaratif. Donc, c'est vrai que, bon, après, ils devront respecter les 120 jours, mais ils peuvent être aussi 120 jours ailleurs, etc., enfin, sur d'autres plateformes. Donc, il n'y a pas de contrôle de la plateforme sur la question principale ou non principale. Enfin, quand même, il ne faut pas non plus... c'est quand même un progrès, ça va nous permettre. Donc, on va le demander là, au début décembre. Alors, le gouvernement, il ne nous a pas facilité la tâche non plus parce qu'il nous demande il faudra respecter un référentiel de sécurité qui fait que les demandes devront être faites via des outils très sophistiqués, pour sécuriser les envois et sécuriser les retours sur des plateformes électroniques, etc. Donc ça va être compliqué dans le délai qui nous est imparti, mais on va le faire comme ça, c'est-à-dire qu'on va donc saisir Airbnb et toutes les plateformes parisiennes, donc environ 200 à 300 plateformes, pour leur demander ce listing, alors qu'il va porter sur 2018 et 2019. Donc ce sont des informations importantes qu'après on va devoir utiliser, gérer, en recoupant d'ailleurs entre les différentes plateformes, parce qu'on ne peut pas regarder une seule plateforme une par une, il faudra recouper. Donc, ça, le texte le permet. Mais en recoupant les informations des différentes plateformes, je pense qu'on aura une base de données qui sera vraiment intéressante. À voir, c'est la première expérience, mais c'est vrai que c'est une avancée importante. On attendait ce décret qui était prévu par la loi Elan de longue date. Et d'autant que pour la plateforme, va être obligée d'obtempérer puisque l'amende est de 50 000 € pour la plateforme par annonce, par meublé. Il y avait une discussion, mais je pense que moi c'est ça. Donc si Airbnb ne donne pas les 50 000 annonces, ce sera 50 000 fois 50 000, enfin 50 000 annonces fois 50 000 € par annonce. Donc ce serait une somme gigantesque. Donc je pense que après Airbnb publie des annonces sans numéro d'enregistrement. Donc, comment ils vont réagir? Est-ce qu'ils vont nous envoyer ces annonces-là? Parce que si elles nous les envoient, moi, je vais dire, vous m'envoyez une annonce sans numéro, vous êtes passible d'une amende de 12 000 € par annonce, puisque vous n'avez pas de numéro d'enregistrement sur votre annonce. Il sera vraiment intéressant de voir ça. Donc, je veux dire, c'est pas confidentiel, mais enfin, un peu confidentiel, de dire quelle va être la réaction des plateformes, comment ils vont... Ils ne peuvent pas ne pas appliquer la loi, Airbnb en particulier, qui va demander son introduction en bourse, qui va participer aux Jeux Olympiques apparemment. Donc il y a une certaine respectabilité à respecter. Donc je pense qu'ils seront déjà, à mes yeux, relativement hors la loi, enfin, au regard de la réglementation européenne et française. Mais là, ils vont devoir quand même... je pense appliquer ce décret et nous envoyer un certain nombre d'éléments. Donc on va voir, mais c'est un point important. Et du coup, Madame Mulquin demande où peut-on trouver le référentiel de sécurité dont vous parlez? Écoutez, moi je l'ai demandé à l'État parce que je n'arrivais pas à le trouver. Donc je peux vous dire que c'est assez confidentiel. Enfin, nous l'avons récupéré. Est-ce qu'il est partageable? Est-ce qu'éventuellement... je peux l'envoyer? Oui, bien sûr, je peux l'envoyer. À moi. Oui. Du coup, moi, évidemment, les participants, cette intervention sera en VOD, donc en replay sur le réseau Idealco.
avec les supports de présentation des intervenants. Et j'ajouterai donc ce référentiel, je le note, que vous me Mais de toute façon, nous avons saisi, alors la ville, on a la chance d'avoir une direction informatique. Donc, nous avons saisi notre direction informatique. Mais le sujet, c'est surtout qu'on va passer par la poste. Il y a des services spécifiques à la poste sur d'envoi de courrier électronique sécurisé. Et donc, on va passer par un prestataire qui va garantir justement la sécurité et le respect de ce référentiel. C'est le sujet, ça. On ne va pas pouvoir envoyer les mails de nos boîtes mail, enfin voilà, professionnelles, etc. Donc, on va passer par un prestataire, ce qui va permettre de garantir la sécurité de l'envoi et la sécurité des réponses des plateformes. Donc, c'est ça le sujet, surtout. Merci beaucoup. Juste avant la question, peut-être vous devez nous quitter, Bordeaux Métropole. Est-ce qu'on vous dit au revoir? Je ne veux pas que vous partiez comme ça. Est-ce que vous avez une question pour la ville de Paris, peut-être? Mais vous allez vous revoir prochainement. Mais... Prochainement, je souscris complètement à ce que vient de dire François Plotin. Et c'est vrai que sur la stratégie à adopter, notamment sur ces fameuses demandes de données, on est en contact et ça permet aussi d'avoir un certain front uni envers les plateformes. Effectivement, sur le document qui va nous être transmis, c'est la grande interrogation, mais c'est un vrai pas en avant. Enfin, clairement, on sent que l'étau se resserre et l'histoire d'image de marque, comment montrer patte blanche, et c'est quand même le sujet qui fait le plus bouger finalement les plateformes. Pour pas se mettre trop à dos les côtés. Voilà. Donc, nous, on a en interne, Paris nous avait justement alerté sur ce formalisme à respecter et le service informatique chez nous nous ont confirmé qu'ils avaient déjà développé un outil répondant aux exigences CNIL. Donc, nous, on passera par une plateforme qu'on a en interne. Ce ne sera pas nos boîtes mail, bien sûr, mais voilà. Donc, plusieurs possibilités. Mais il est clair que de se parler fait que ça déculpe l'efficacité de nos actions. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. De manière générale, juste pour avant qu'on vous allez devoir repartir. Non, mais oui, j'ai un train. Il y a un train à prendre. De manière Merci beaucoup, Monsieur Bertin. Effectivement, en écoutant bien là, tout ce qui a été dit, puis en connaissant un petit peu ce qui a été dit, on constate que effectivement le système, les enjeux sont les mêmes. Le système qu'on a mis en place est quand même pas très éloigné, on va dire, parce qu'on avait les mêmes objectifs, je pense. Et en confrontant un petit peu les chiffres et les autres, on s'aperçoit qu'on est dans les mêmes ratios, en fait, avec les mêmes taux de difficulté, les mêmes taux de réussite. Donc, je pense qu'on a vraiment tout intérêt à travailler en réseau, parce qu'effectivement, en face de nous, on a des pros qui se sont extrêmement bien adaptés à tout ce qui existe pour continuer malgré tout, je pense, à avoir une rentabilité financière quand même extrêmement importante. Et effectivement, le fait d'être en réseau et d'avoir vraiment une réflexion commune où tout le monde met en commun ses idées et ses difficultés, c'est sûrement une des meilleures réponses qu'on peut faire aujourd'hui, au-delà des réglementations effectivement qu'on a mis en place les uns et les autres, quoi. Voilà, c'est un petit peu notre pour insister. Une question, moi, oui, je peux vous poser une question, François Plotin, là. Sur parce qu'en fait, les plateformes vont être aussi obligées d'envoyer un listing, un taxe de séjour, et donc qui sera très semblable au listing nuitée, enfin nombre de nuitées. Vous envisagez de rapprocher les deux, c'est-à-dire comment vous allez travailler, c'est vous qui allez récupérer les deux listings en fait. Et vous allez recouper les informations, je pense qu'il faut les recouper, mais comment vous allez procéder? Ça, je pense que vraiment, il y a… Intéressant. Et d'ailleurs, c'est un petit peu l'enjeu général, parce que de toute façon, comme vous le disiez tout à l'heure, on a des informations qui sont à la fois beaucoup anonymisées, beaucoup morcelées, et que nous, on a un gros enjeu de mise en commun et de croisement de données. Je l'ai dit déjà au départ, on a eu énormément de travail là-dessus.
On va continuer à travailler comme ça. Effectivement, nous, côté finance, il y a vraiment une volonté aussi de participer à ce travail. Donc voilà, je pense que c'est un des enjeux aussi, parce qu'effectivement, les plateformes ne vont pas nous faciliter la tâche en nous donnant des informations qui vont être utilisables, on va dire, très facilement. Donc bon, je pense qu'il faut qu'on se prépare à avoir un travail de récollement et de croisement. Donc, le côté un petit peu multi-thème que j'ai évoqué tout à l'heure pour la mise en place de cette réflexion chez nous, je pense qu'il faut qu'il continue dans les temps à venir, justement parce qu'on a plusieurs manières, je dirais, de faire le tour du sujet. Et que voilà, ça nécessite vraiment un gros investissement collectif et transversal, quoi. L'enjeu, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire. Ouais. Voilà. Merci beaucoup, Madame Gessner. Vous nous quittez. Merci beaucoup, à très vite. Au revoir. Au revoir. Monsieur Blodin, on a d'autres questions pour vous. Donc, Monsieur Sourisseau-Damien de la communauté urbaine de Caen-la-Mer, j'avais cru comprendre que les décisions de justice française pour amende étaient bloquées dans l'attente d'une décision de la Cour européenne. Voilà, c'est une très bonne transition. Merci. Alors, juste en fait, c'est pour l'édition je n'ai pas l'édition de justice, mais c'est la réponse à la question. Ouais. C'est parfait. Juste du coup, je mets Madame Jessica Lapalu, pardon, j'écorche peut-être votre nom, qui nous vient, autant pour moi, de Grenoble-Alpes Métropole, pardon, Madame Lapalu, qui a plusieurs remarques à nous faire, qui rebondissent sur justement la slide d'avant, donc avant de passer à ça. J'ai assisté hier à la commission tourisme de France Urbaine. Aux côtés de nombreuses grandes agglos et métropoles françaises, nous avons beaucoup échangé autour de nos problématiques, autour des plateformes et de la réglementation de la location courte durée. Un groupe de travail devrait se mettre en place, notamment pour plancher sur la redéfinition des hébergements touristiques et la création de nouvelles offres comme le co-living, complexe à appréhender et donc à encadrer. Ah oui, et qui soutient évidemment un maillage de nos différentes démarches techniques serait très intéressant. Juste une remarque, sur le co-living, à Paris, nous avons pour moi, ce sont des marchands de sommeil modernes, quoi. Parce qu'on a visité des logements de co-living. Je peux vous dire que c'est quand même incroyable. Ce sont des espaces, en fait, ce sont des locations partagées, avec des espaces communs, c'est-à-dire qu'il y a théoriquement des chambres, plusieurs chambres avec des espaces communs qui peuvent être utilisés, on peut travailler, Quelle est la différence avec une colocation ? C'est un peu la même chose, mais c'est plus commercial, on va dire. C'est plus commercial, enfin, oui, c'est pour attirer des étudiants, enfin voilà, qui voudraient travailler, même en commun. Nous, on avait fait des logements où alors vous avez des lits, en fait, des lits superposés, avec un espace, je veux dire, un espace commun qui est très réduit, et c'est loué en fait 700 € par mois par lit, quoi. Ah oui. Et vous avez des logements où vous avez 10-12 lits, quoi. Ah oui. En propriétaire, d'accord, ça lui fait une belle rentabilité. C'est beaucoup plus rentable encore que de louer un logement entier. Une rentabilité énorme, mais pour moi, c'est un des marchands de sommeil modernes, quoi. Parce que les locaux sont jolis, c'est vrai. Alors sur les photos, sur les annonces, ça fait très bien. Mais quand on visite, je peux vous dire que, je ne sais pas si les étudiants restent longtemps, mais non, c'est terrible. Ouais, et ça se développe énormément à Paris. Parce que je pense que c'est encore plus rentable que la location d'un logement entier, bien sûr. Donc ça fait partie aussi pour nous de la location de courte durée, et on veut lutter contre cette location de courte durée. À différencier du bail mobilité, où on peut louer en bail mobilité à des étudiants, à des personnes qui sont en stage, à des apprentis. Le bail mobilité, on peut louer 1 mois, 2 mois, un logement entier. Ça, maintenant, c'est réglementé. Ça fait de la résidence principale ou pas, mais voilà, et pour nous, c'est une difficulté parce qu'en fait, certaines personnes font les deux à la fois, c'est-à-dire du bail mobilité et du bail courte durée. Donc, les juges, ils vont dire j'ai un bail mobilité alors qu'ils font aussi la moitié du temps, ils alternent, quoi. Donc voilà, c'est un peu compliqué, ils sont pas contentieux, mais voilà, il y a quand même un outil qui existe qui permet aussi de faire pour des propriétaires, de faire de la courte durée sans faire de la location touristique. Donc c'est quand même, et pour les étudiants, justement, où le besoin est très important, ça c'est un outil possible qui devrait normalement détourner plus de propriétaires de la location courte durée, quoi. Puisque maintenant ils ont un autre outil légal qui leur permet de louer pour de courte durée avec des rentabilités sans doute supérieures à la location classique.
et avec aussi une souplesse, la souplesse qu'ils recherchent, de pouvoir récupérer le logement rapidement, etc. Je me permets, du coup, pour le réseau des rechanges, si par hasard vous cherchez un outil de travail collaboratif, pensez à Idealco et au groupe privé. Voilà. Vous pourrez faire des webinaires comme ça, vous pourrez faire plein d'échanges de documents. On a un sujet technique où il faudrait se réunir comme aujourd'hui. Et vous pourrez faire ça en toute indépendance, sans nous, alors juste un clic. Bon, voilà, c'est pas l'endroit pour faire la pub, mais pensez-y. C'est une bonne idée, mais on va y réfléchir. Et je vais vous offrir du coup une minute publicité puisque nous allons organiser une journée nationale avec le CNFPT sur toutes ces nouvelles formes de location et d'encadrement de la location. Vous avez parlé effectivement du co-living, il y a aussi tout ce qui tourne autour des autres instruments que ce sont le permis de louer, le permis de diviser. Voilà, on voit bien qu'on a l'émergence de nouveaux phénomènes de logement et des instruments face à ça qui ont eu leur propre histoire, leur propre genèse, avec des parentés de situation, mais aussi la nécessité de regarder tout ça de manière globale. Et donc, c'est un événement dont on pourra communiquer, mais qui s'organisera en 2020. Voilà. Je fais aussi ma petite Je vous en prie, monsieur. Parce que justement, je précise, dans le co-living, par exemple, il n'y a aucun bail qui n'est passé. C'est-à-dire pour les étudiants, ils ne passent aucun bail. Ils payent et c'est tout, quoi. Et il n'y a pas de bail, il n'y a pas de shipper juridique, quoi. C'est comme une location touristique, quoi. Donc, même s'il loue pendant un mois ou 2 mois. Donc ça, c'est pas normal. On n'a plus d'autres questions pour l'instant, donc je vous en prie. Donc juste sur les décisions européennes, cette année, toutes nos décisions depuis le début de l'année sont en sursis à statuer. Hein. Le TGI sursoit à statuer, donc jusqu'à ce que la première décision, le premier contentieux qu'on voit le 19 novembre 2019, l'affaire Cali. Ça, c'est un propriétaire privé, une personne qui a été condamnée d'ailleurs à 20 ou 30 000 euros, je crois, d'amende, qui a saisi donc le Conseil constitutionnel, qui a fait une question préjudicielle à la Cour européenne de justice, en disant, ce que j'ai dit tout à l'heure, que l'autorisation préalable pour faire de la location courte durée ne respecte pas la directive service de libre entreprise. Donc, tant que cette affaire n'est pas jugée, le juge judiciaire a décidé qu'il devait surseoir à statuer, puisque si par malheur la Cour de justice disait qu'effectivement l'autorisation de changement d'usage ne respectait pas la directive service, nous ne pourrions plus condamner les propriétaires sur la base du Code de la construction et de l'habitation au titre du changement d'usage. Donc on continue à le faire d'ailleurs au titre du Code du tourisme, ça n'a rien à voir. Donc il y a une audience, nous étions une audience le 19 novembre, avant-hier. La particularité, c'est qu'on a vu quand même, on a eu 7 ou 8 pays qui sont venus défendre aussi la position de la ville de Paris et de l'État français, qui défendaient bien sûr que la directive, alors soit on défendait d'abord que la directive n'était pas applicable, et ça c'est un point intéressant, puisque nous disions que le changement d'usage fait partie en fait d'une notion d'aménagement, parce que la directive prévoit des exceptions en cas d'aménagement urbain, ils appellent ça d'environnement urbain, ou d'aménagement urbain. Et donc nous on a dit le changement d'usage, c'est un des outils de l'aménagement urbain. C'est vrai, c'est-à-dire qu'on travaille avec le PLU, on travaille pour conserver une mixité sociale dans la ville. On travaille en fait, le changement d'usage, c'est aussi un outil d'aménagement urbain pour les élus. Ça permet aux élus de préserver la fonction logement, la fonction habitation dans la ville. Donc ça, c'est le premier argument qu'on a défendu. Et les États, donc on a eu l'Allemagne, l'Espagne, la Hollande, même l'Irlande, qui était aussi un peu étonnant, mais qui était très en faveur de la ville de Paris aussi. Plusieurs pays qui sont venus témoigner aussi de la difficulté et de la nécessité que la Cour de justice prenne une décision donc favorable à la France, pour que les réglementations en cours ou prévues ne soient pas entravées par cette directive service. Et tout le monde a demandé aussi que la directive service qui a été prise avant le phénomène Airbnb, le phénomène des plateformes, soit modifiée pour exclure cette activité de location courte durée, monsieur. Donc nous avons bon espoir, mais alors le problème c'est que ça va. Là, nous avons eu l'audience le 19 novembre. Le début février, l'avocat général va rendre son rapport et la décision ne sera pas prise avant mars-avril, peut-être après les élections municipales. Donc c'est très long et pendant ce temps-là, les décisions sont sur sursis à statuer, donc vont revenir après. Donc il y a une masse de décisions, de dossiers qui va revenir devant le TJ de Paris
l'année prochaine, c'est très embêtant enfin, comme situation, même si dans l'hypothèse d'une décision favorable. Mais donc l'échange avait été très intéressant parce qu'en fait, ça montre bien les enjeux hein, pour la ville de Paris, pour l'État français, enfin, pour les autres métropoles françaises, et aussi pour les autres villes européennes qui sont touchées par ce phénomène, quoi. Donc c'est vrai que le débat se place au niveau européen aujourd'hui. Hein. D'autant que nous avons un deuxième contentieux, là, donc du coup, enfin deux autres contentieux, mais je vais passer rapidement sur les deux qui sont à la suite. Alors là, c'est avec les plateformes, là, du coup, c'est avec Airbnb. C'est plus avec les loueurs, avec Airbnb. Avec Airbnb, il y a un contentieux à top par les hôteliers qui ont attaqué Airbnb. Et donc le sujet, et la ville de Paris qui a attaqué Airbnb aussi après, en disant que Airbnb ne publiait pas a publié des annonces sans numéro d'enregistrement, donc était redevable d'une amende de 12 000 €. Donc on a pris 1000 annonces, je crois, et donc on arrive à une amende potentielle de 12 millions. Là, le sujet, c'est est-ce que l'activité Airbnb, est-ce que c'est une société de l'information, donc du coup qui relève de la directive commerce électronique, et du coup la loi Elan ne s'appliquerait pas. Donc du coup la loi Elan, c'est la partie code du tourisme. Donc si la Cour de justice dit que Airbnb est une activité, est un service de la société de l'information, une simple plateforme en fait hein, d'échange, elle relève de la directive au commerce électronique et ça ferait tomber les dispositions de la loi Elan qui se rapportent au mobilier touristique, puisqu'en fait la loi n'a pas respecté, hein, parce qu'en fait il y a un certain nombre de dispositions à respecter préalables qui n'ont pas été respectées dans le cadre de la loi Elan, par exemple, dans le cadre du débat législatif. Hein, il fallait consulter l'Irlande, il fallait consulter la Commission européenne, etc. Voilà, donc l'enjeu c'est celui-ci. Donc nous on dit non, les hôteliers disent Airbnb, c'est pas une simple plateforme d'échange, hein, c'est une plateforme qui organise hein, des locations immobilières en fait. Hein. Et donc c'est pas du tout une simple société puisque c'est elle qui perçoit l'argent, qui rend des services aussi. Hein. De plus en plus, il y a un système de paiement aussi qui peut se faire avec une carte de paiement. Qui peut provenir que fournir Airbnb. Enfin, voilà, donc là le débat c'est celui-ci. Et le contentieux Atom, donc du coup il est plus avancé, il devrait sortir, enfin il devait sortir là déjà pendant l'été, à l'automne. Donc nous on pense que les juges attendent aussi de statuer, que parce qu'elles ont des liens quand même les différentes audiences. Je pense que le juge retarde le contentieux Atom pour justement le coordonner avec le nôtre. Et puis le contentieux Airbnb 2, ça c'est celui de la ville de Paris. Le TJ de Paris a sursis à statuer et a saisi le TJ a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour sur le contentieux ATOP. Puisque cette amende de potentiel relève du code du tourisme, et si le code du tourisme tombe, le TGI va dire, puisque le code du tourisme ne s'applique pas, moi j'interromps ma procédure, et donc les poursuites contre Airbnb devront être suspendues, enfin supprimées. Donc là, c'est les trois contentieux. Donc le premier est le plus important, puisque ça relève vraiment de la réglementation du changement d'usage, hein, qui est une réglementation nationale. Alors après, la portée de l'arrêt, il peut être local, il peut être uniquement parisien, on pourrait dire, où la Cour de justice peut prendre un arrêt national ou même international en donnant des prescriptions pour l'État français et pour les autres États européens. Voilà, il peut y avoir un arrêt qui soit d'une partie différente. Le juge a le choix. Enfin, voilà, il peut dire je vais faire un arrêt d'espèce limité ou au contraire un arrêt de principe, un arrêt qui fera jurisprudence et qui imposera un certain dispositif, enfin, recommandera un certain dispositif, en tout cas aux différents pays européens. Une question de Madame Mulquin de la mairie de Lille. Vos agences sont assermentées au titre du CCH et du Code du tourisme. Pouvez-vous rappeler dans quel cas la réglementation du Code du tourisme permet la mise en place de sanctions? Le code du tourisme, je ne sais pas si on l'a mis. C'est vous qui l'aviez développé. Je crois pas les avoir mis ici. Donc, pour le code du tourisme, c'est toutes les sanctions qui ne sont pas des sanctions changement d'usage. C'est-à-dire le code du tourisme, il y a des sanctions pour les loueurs, il y a des sanctions pour les plateformes.
Si le loueur ne s'enregistre pas, il a une sanction. Je n'ai pas tous les entends de papier parce que au niveau des amendes, comment les applique Francoeur, je ne sais pas si c'est en tête. Le propriétaire, voilà, s'il ne s'enregistre pas, il a une amende de 5 000 € par meublé qui n'est pas enregistré. Si le propriétaire ne respecte pas la limite des 120 jours, ça c'est ce qu'on essaye aussi de prouver, en résidence principale, il a aussi une amende de 10 000 €. C'est plutôt s'il ne transmet pas le décompte des nuitées, mais donc ça revient un petit peu à la même. S'il n'envoie pas son décompte des nuitées, parce qu'on peut demander nous au loueur, là c'est prévu depuis la loi Elan, le décret a été pris en mars 2018, je crois. Le loueur doit fournir, lui, un décompte de nuitées, et s'il ne le fait pas, il est passible d'une amende de 10 000 €. Et ça, nous, on le demande systématiquement, et s'il ne fournit pas, c'est pareil, c'est toujours pareil, on a l'impression que c'est très bien, mais si la loi n'a pas précisé que le décompte devait provenir de la plateforme. Alors parfois, le loueur, il nous envoie un truc, un bout de papier, hein, où il écrit, voilà, j'ai loué 100 jours, et j'ai loué à telle date. Donc c'est mes 100 jours de location, mais rien ne prouve, enfin voilà, il a écrit ça sur un bout de papier, ça ne peut pas être un élément de preuve suffisant. On demande que le listing provienne de la plateforme elle-même, hein, qui produit des listings. Airbnb peut produire un listing si vous le demandez, mais la loi ne l'a pas rendu obligatoire. Bon, c'est un élément de preuve, c'est satisfaisant, enfin, c'est une avancée, mais de toute façon, si le loueur est de mauvaise foi, il va réussir, il nous envoyer un bout de papier qui n'aura pas de... Nous, on va dire au juge, vous voyez, c'est un bout de papier, ça n'a pas de valeur, mais enfin, le juge va dire, oui, bon, moi quand même, prouvez-moi qu'il a loué plus que ça, etc. C'est toujours le même sujet de preuve et de caractérisation de la preuve, de caractérisation de l'infraction. Après, pour les plateformes, donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, on publie, il annonce son numéro d'enregistrement, c'est 12 000 € par local. Et puis, si la plateforme, alors ça, c'est pour notre demande qui va arriver au mois de décembre. Si la plateforme ne transmet pas le décompte des nuitées, il a une amende de 50 000 € par local aussi. Donc, ce qui peut faire une amende très importante si la plateforme ne répond pas. Donc ça, c'est quand même un dispositif que nous avions demandé, hein, de sanctions, parce que la loi Elan n'a pas prévu de sanctions, ce sont les décrets après, hein, qui ont prévu des sanctions. Donc c'est satisfaisant, elles sont sur des montants importants. Encore faut-il apporter la preuve de l'infraction derrière, à chaque fois. Merci. Pas d'autres questions pour l'instant. Je vous en prie, je ne sais pas si vous aviez... Ah. C'est bon? C'est bon pour vous? Oui, beaucoup parlé. Je vais juste... Ah, c'était très intéressant. Moi, peut-être que oui, Madame Le Dain, vous avez peut-être des indiqué tout à l'heure questions. que pour vous, le sujet, ce n'est pas la question des résidences principales et de la location inférieure à 120 jours. Question un peu grand public, 120 jours, ça vous va? Parce que vous voyez tout à l'heure que dans d'autres pays européens, on est sur des volumes plus bas et que dans le débat actuel, il y a la question d'abaisser les 120 jours à 60. Voilà. Quel est le point de vue technique? Ça, je parle à mon nom propre parce que voilà, après, politiquement, c'est le sujet. Je ne demande pas un point de vue politique parce que c'est très politique, mais voilà, comme vous avez abordé ce sur le plan technique, nous, sur le plan technique, ce n'est pas vraiment notre sujet. Le sujet, c'est les nuisances dans les copropriétés, en fait. Parce qu'en fait, 120 jours dans une copropriété, résidence principale, c'est beaucoup. Alors, nous, on a des centaines de plaintes, hein, ça, je n'en ai pas parlé, mais qui nous permettent parfois quand même d'engager des contentieux aussi. Hein. Mais pour les copropriétés, on a des gens, moi j'ai vu des gens pleurer dans mon bureau pour des soucis de nuisance, des gens qui ne peuvent plus dormir, qui ne peuvent plus, ça paraît comme ça, incroyable, mais c'est vrai, hein, il y a des gens qui se trouvent dans des situations très difficiles, qui doivent quitter leur immeuble du fait des nuisances. Alors c'est pas vrai, voilà, c'est un peu exceptionnel ça, mais il y a de toute façon des nuisances et des charges de copropriété aggravées, parce qu'il y a des travaux supplémentaires dans les parties communes, puisque les parties communes sont dégradées beaucoup plus fréquemment. Voilà, ça c'est un vrai sujet. Alors ça c'est plutôt du droit privé, c'est lié en France au fait que c'est vrai, la durée de 120 jours est importante, beaucoup plus importante qu'aux États-Unis. Les États-Unis qui sont beaucoup plus sévères que nous, ils n'ont pas les directives européennes, hein, donc ils peuvent, San Francisco ou New York, ils ont pris des mesures drastiques et ça fonctionne, hein, mais voilà, pour nous, c'est pas possible. Les procureurs aussi là-bas, ils ont beaucoup plus de pouvoir que nos juges. Mais voilà, donc c'est vrai que le sujet des 120 jours, c'est vraiment le sujet des copropriétés, des nuisances dans les copropriétés qui sont réelles, qui sont importantes et qui posent un vrai problème, puisque comment
et aussi du fait des loueurs qui, quand même, bon, ça commence un petit peu, mais qui n'organisent pas suffisamment alors maintenant, il y a des conciergeries, il y a des choses comme ça, mais qui n'organisent pas on voit des choses incroyables, qui n'organisent pas l'arrivée des touristes, l'accueil des touristes, leur expliquer comment ça fonctionne, on doit acheter les ordures, hein, pas par la fenêtre ou sur le trottoir, parce que les gens ne savent pas, donc ils laissent les ordures dans le couloir ou dans le. Enfin voilà, il y a plein de sujets comme ça où on avait souhaité du coup que la réglementation soit, et là-dessus elle pourrait l'être, hein, il y a des pays qui ont fait une réglementation beaucoup plus sévère où on peut appeler des numéros de téléphone. Si par exemple les touristes ils toquent aux portes, ils toquent partout parce qu'ils ne savent pas bien où est le logement, parce qu'on ne leur dit pas au départ. Enfin, on leur dit c'est tel endroit ou même tel étage, mais bon, parfois même pas. Donc ils toquent aux portes, etc. Donc voilà, que les copropriétaires ils puissent appeler un numéro d'urgence pour dire voilà, j'ai des touristes là, le loueur devrait fournir un numéro. Enfin, voilà, il y a des possibilités d'amélioration que nous on a fait. On a mentionné, mais bon, pour l'instant, j'espère que ça viendra. Mais c'est un vrai sujet. Dans les copropriétés, c'est complètement inorganisé. Et si le propriétaire, voilà, s'il n'y a pas un accueil précis, s'il n'y a pas d'accompagnement, s'il n'y a pas des explications de la façon dont on doit vivre dans une copropriété, la vie collective, ben, c'est un vrai désastre. Enfin, il y a des sujets incroyables, des anecdotes incroyables. Enfin, nous, on a des témoignages atterrant, quoi. Alors c'est pas vraiment notre sujet, nous on répond malgré, enfin voilà, nous on va les regarder, mais parfois c'est des anciens locaux commerciaux, on ne peut pas intervenir, ou si c'est en rez-de-chaussée, on n'est pas toujours nous compétents. D'un autre côté quand même la jurisprudence, alors là moi j'indique aux copropriétés, la jurisprudence avance un petit peu. Le juge civil a toujours été très réticent à condamner les activités de location touristique qui seraient contraires au règlement de copropriété ou à la législation d'immeubles bourgeoises. Et maintenant c'est en train de changer, c'est-à-dire que en tout cas, ce qui est sûr dans une législation exclusivement bourgeoise, là, le juge, il va condamner la location courte durée en disant que c'est commercial. Et après, quand c'est une législation bourgeoise, dans le règlement, il faut prouver, alors c'est pareil, c'est comme nous, il faut prouver, il faut mettre un huissier, il faut prouver les nuisances, il faut prouver que ça arrive souvent. Donc voilà, il y a un vrai sujet d'éléments de preuve. Et après, il y a des personnes qui ont gagné des procès, enfin des contentieux, qui ont fait supprimer la location courte durée. En particulier, quand c'était sur un étage entier, par exemple, il y a eu nous, on a eu un dossier où le promoteur a compensé, donc un étage, donc ça lui a été assez cher. Et derrière, la copropriétaire a réussi à faire interdire la location courte durée. Donc oui, il a revendu sa commercialité, parce qu'on peut revendre la commercialité, hein, c'est pas à fond perdu, hein, c'est un système qui est très souple. Donc il n'a pas pu s'installer à l'étage du fait de la copropriété. Alors que nous avions c'est une difficulté aussi, nous. Si un dossier arrive avec les compensations nécessaires, nous devons donner une autorisation. On n'a pas la possibilité de refuser une autorisation. Ce serait arbitraire. Et du coup, ça, on l'a dit, par exemple, au juge européen, on a dit, nous, tout ça, c'est bien réglementé, il n'y a pas d'arbitraire, il n'y a pas de. Et pour nous, c'est important. Si le dossier est complet et conforme au règlement municipal, on doit donner l'autorisation sous réserve du droit des tiers, sous réserve du droit des copropriétaires. Donc, c'est la façon dont ça fonctionne. Pardon. Par rapport à ce sujet sur les copropriétés, Madame Meluquin vous demande à quel niveau intervenez-vous pour les nuisances dans les copropriétés qui relèvent pourtant du droit privé? Enfin, nous intervenons en fait en disant là, est-ce qu'on a la capacité d'ouvrir un dossier au titre du changement d'usage ou pas? C'est-à-dire qu'on va s'appuyer évidemment sur les témoignages des. Alors on préfère prendre que ce soit relié par le syndic, hein, plutôt les témoignages des syndics, parce qu'après les relations de voisinage étant ce qu'elles sont, il faut être très prudent dans les dénonciations et dans tous ces sujets-là. On regarde ça de manière très prudente, mais on souhaite que ce soit relayé par les syndics ou par le syndicat des copropriétaires, le président du conseil syndical. Voilà, s'il vient nous voir, il vient nous expliquer les choses. Là, on peut prendre les choses en considération et regarde si nous pouvons intervenir au titre uniquement de la réglementation du changement d'usage. Puisque s'il s'agit d'un local d'habitation, bien sûr, nous pouvons intervenir s'il n'y a pas eu de changement d'usage. Et par exemple, nous informons les copropriétaires s'il y a eu un enregistrement dans l'immeuble, si la personne s'est enregistrée ou pas. Et c'est pareil, nous avons un open data, là, nous avons c'est pas un téléservice, un open data où nous mentionnons la totalité des autorisations de changement d'usage qui sont délivrées dans les immeubles. Donc les Parisiens peuvent aller voir si dans leur immeuble il y a une autorisation ou pas. Et après, sur le téléservice, donc l'enregistrement ne fournit pas. Malheureusement, vous voulez le mettre, vous voulez le publier. Ça nous semble intéressant de le publier quelque part. On
peut-être en négociation avec notre service juridique, donc on aimerait que ce soit affiché, mais pas pour enlever les adresses. Pour l'instant, ça ne l'est pas, donc, mais si les personnes nous le demandent, nous, on peut fournir, on peut dire s'il y a un enregistrement ou pas dans tel ou tel immeuble. On n'intervient pas au titre du droit privé, bien sûr. Une autre question de Madame Mulquin. Vous communiquez sur les changements d'usage accordés dans les immeubles, quid du RGPD? Non, mais ce que je vous dis, nous, on envoie simplement une liste, ça, c'est pas RGPD, ça, enfin, c'est pas protégé. On envoie une liste d'immeubles dans lesquels une autorisation de changement d'usage a été délivrée. Il n'y a pas de renseignements, il n'y a pas de données personnelles. Ça ne permet pas d'identifier les personnes qui ont obtenu une autorisation de changement d'usage. Et si vous êtes dans un immeuble, alors ce n'est pas le cas à Paris, mais avec un petit volume de logement, l'identification du ménage se fait assez rapidement. Il n'y a pas de sujet RGPD. Il faudrait pas été évoqué pour l'instant. C'est peu dense, parce qu'effectivement, vous êtes dans des grandes propriétés. Je pense que le risque de retrouver le logement ou le ménage est... C'était considéré, il était considéré, enfin, nous, on est passé par nos services juridiques, c'était possible de publier une liste d'immeubles ayant fait l'objet d'un changement d'usage. Voilà, qui ne permet pas quand même d'identifier la personne, le bénéficiaire. Plus d'autres questions pour l'instant. Je ne sais pas si vous en avez. Non, je pense qu'on est arrivé au terme de notre planning. C'était une webconférence plus longue que les habituelles, mais le sujet était très riche. Dans 9h30, on a fait 2 heures, une petite 2 heures. C'est très bien, c'est parce qu'il y avait de la matière et c'est intéressant. Un grand merci, Monsieur Plotin, pour votre présence votre intervention aujourd'hui. Merci beaucoup, Madame Ledel, pour la co-organisation de cette conférence et puis votre intervention. On salue aussi Madame Delpech de la DCF qui a organisé et qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Un grand merci. Donc, je vous rappelle, cette vidéo sera en replay sur le réseau Habitat d'Idealco d'ici une semaine avec les supports de présentation des intervenants et le référentiel de sécurité Airbnb que je vais vous demander. Voilà, on se retrouve sur le réseau Habitat pour une prochaine webconférence. C'est un autre jeudi de l'habitat, le 5 décembre prochain à 10h sur la régulation des loyers HLM comme vecteur de mixité sociale, avec un retour d'expérience de la métropole de Rennes qui a expérimenté le loyer unique, ou en tout cas une régulation qui s'en approche. Donc c'est vraiment le loyer unique. D'accord. Oui. Ok. Ensuite, on se retrouve le 12 décembre en direct. On va retranscrire les ateliers de la DIAL sur le logement d'abord, les principes à l'épreuve des territoires. Donc, c'est toute la journée, ça démarre à 9h30. Vous avez évidemment la possibilité de vous inscrire pour être sur place le jour J, mais si vous ne pouvez pas, vous pouvez le suivre en direct sur le réseau. Et le 17 décembre, avec M. Lando, donc notre expert avocat, sur le logement social à l'aune de la loi Elan. Il développera un sujet sur notamment le regroupement des sociétés HLM. Voilà, merci beaucoup. Une très belle journée. Merci. Au revoir. Merci à vous, Madame Mulquin, qui nous envoyait des remerciements. Merci à vous.